Donc, on s'intéresse au rôle de l'État dans le processus de croissance, et notamment de croissance par l'innovation. On a commencé par expliquer pourquoi, quel rôle l'État peut jouer de manière idéale, pourquoi et d'abord il faut une intervention de l'État, par quels moyens l'État peut, par quels instruments l'État peut intervenir, quel rôle il peut remplir. Ensuite, donc, on s'est toujours passé sur la perspective d'un État bienveillant qui cherche à maximiser la croissance ou le bien-être, etc. Et puis ensuite, on s'est interrogé à ce qui fait que l'État peut ne pas être bienveillant, donc notamment au lobbying, à ce qui fait que l'État peut être biaisé. Et ensuite, on s'est dit, bon ben voilà, mais il y a peut-être des moyens, des contre-pouvoirs qui permettent quand même de discipliner l'État, de faire que l'État quand même remplisse sa mission. Et on a vu le rôle des médias, on a vu le rôle de la société civile, et je voudrais parler du rôle des juges aujourd'hui. Mais avant cela, on a commencé la dernière fois à parler du fameux corridor. Et on avait dit que voilà, en fait, la théorie du corridor, voilà, il y a des pays où on veut éviter la guerre de tous contre tous, et en même temps, on veut, donc l'État est important, mais en même temps, on veut éviter le despotisme. Donc j'ai un peu parlé de cette idée de corridor étroit entre le despotisme absolu et le léviathan absent, avec cette idée qu'il faut un mélange, un bon dosage d'État et de société civile. Alors là, je reviens. Donc, je vais revenir à cette idée aujourd'hui dans la deuxième partie du cours, mais là, dans la première partie, je vais commencer à parler du rôle des juges. Donc, j'ai parlé pour disons, contrôler l'État, ou pour limiter le pouvoir de l'exécutif, il y a donc le rôle des médias, le rôle de la société civile, et il y a le rôle des juges. Alors, je vais commencer par parler du rôle des juges. Voilà. Alors, on y arrive, voilà. Alors, les juges. Alors, je voudrais parler de deux aspects. Donc, il y a d'abord le rôle des juges. Donc, on veut parler du rôle des juges pour vérifier, pour surveiller, pour limiter le pouvoir de l'exécutif. Et puis, mais le problème, c'est que les juges eux-mêmes sont biaisés. Et je parlerai des biais, des différents types de biais qui font que les juges, c'est pas un mécanisme parfait de contrôle du pouvoir exécutif. Donc je commence par les juges comme comment je peux traduire les checks and balances, comme contrôle, comme contrôle, hein, je dirais, voilà. Alors là, il y a eu des collègues, donc André Schleifer, qui était mon collègue à Harvard, avec d'autres, Laporta, Florencio Lopez-Illanes, qui est en France maintenant, et ils ont fait différents papiers sur les juges et sur le pouvoir légal. Et ils ont étudié, notamment dans cet article de 2004, le rôle des checks and balances, en quoi le pouvoir judiciaire peut faire des checks and balances. Et ils ont mis l'accent sur deux aspects, c'est un champ énorme, évidemment, qui sort largement de l'économie, mais ils ont regardé l'indépendance du pouvoir judiciaire et le contrôle constitutionnel. Et ils ont essayé de voir d'abord comment mesurer ces deux notions, et ensuite quelle influence ça peut avoir sur les libertés. Et ils ont des mesures de liberté politique et de liberté économique. Donc ils ont essayé de regarder un petit peu. Voilà. Donc ils se sont penchés sur cet aspect-là. Alors, j'avais déjà parlé de Hayek la dernière fois, puisque quand j'avais parlé du corridor, je vous avais parlé de Beveridge, et je vous avais dit, quand Beveridge a essayé de mettre en place l'État-providence britannique, Hayek, en fait, n'était pas très content parce qu'il avait peur que ça se traduise par une puissance excessive de l'État par rapport à la société civile. Il y a eu des discussions là-dessus. Mais donc le même Hayek, donc développement dans la société d'institutions conçues pour garantir la liberté des individus, définie comme l'absence de contraintes exercées par le gouvernement. Donc le pouvoir judiciaire est un exemple majeur de ce contrôle. Pour Hayek, il agit en ce sens de deux façons. Il y a d'abord l'indépendance judiciaire, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que entre la création des lois et l'administration de la justice, eh bien, il y a une séparation. Hein. Le pouvoir législatif établit les lois, mais des juges indépendants les appliquent sans ingérence, en principe,
du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance judiciaire. Je reviendrai sur comment on peut le mesurer. Hein. Et puis, il y a le contrôle constitutionnel, la possibilité d'examen des lois par le pouvoir judiciaire pour vérifier leur conformité avec la Constitution. C'est deux choses différentes. Et donc, il y a certains pays qui intègrent les deux mécanismes, d'autres n'en incluent aucun, certains en incluent un et moins l'autre. Et donc, voilà. Et l'idée, c'est en fait d'exploiter des bases de données. Et c'est ce que font ces auteurs. Ils exploitent une base de données donc, qui est sur l'indépendance de la justice et le contrôle constitutionnel dans 71 pays du monde, afin de comprendre si ces deux formes de contrôle eh bien, vous donnent effectivement de la liberté politique et de la liberté économique. D'accord ? Et donc, en fait, l'indépendance judiciaire, l'idée, c'est que l'indépendance judiciaire, eh bien, elle permet de garantir la propriété privée, en particulier si le pouvoir exécutif souhaite exproprier les particuliers pour mener à bien ses projets. Donc ça, c'est la liberté économique. La liberté économique, c'est essentiellement la protection des droits de propriété. D'accord ? Et puis par ailleurs, eh bien, l'indépendance judiciaire permet en principe de garantir l'équité dans les litiges purement privés, notamment lorsqu'une des deux parties possède des soutiens politiques. Et c'est là que l'aspect de liberté politique est important. D'accord ? Le contrôle constitutionnel, maintenant, a pour objet de limiter la capacité des pouvoirs législatifs et exécutifs à mettre en place des politiques qui servent leurs intérêts privés. Ce rôle de vérification de la conformité des lois au regard de la Constitution est la plupart du temps assuré par une Cour suprême ou une Cour constitutionnelle. En fin de compte, c'est le pouvoir judiciaire qui devient le dernier arbitre de la loi. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut dire pour liberté politique. Alors, je vais être un peu plus... Je vais essayer de dire comment tu mesures ça dans les données, parce qu'on peut toujours distinguer les choses de différentes façons. J'explique comment les auteurs s'y prennent. Pour mesurer l'indépendance judiciaire, eh bien, ils prennent trois mesures. Ils regardent d'abord la durée des mandats des juges des plus hautes juridictions. Première mesure. Ils regardent ensuite la durée de mandat des juges des tribunaux administratifs. Deuxième mesure. Et troisième mesure, est-ce qu'on prend en compte ou non la jurisprudence dans les décisions de justice? Alors pourquoi ils considèrent que ça, c'est des mesures, c'est des reflets du degré d'indépendance judiciaire? C'est que l'idée d'abord pour les durées de mandat, c'est que lorsque les juges occupent leur poste à vie, on suppose qu'ils sont à la fois moins exposés aux pressions politiques, puisqu'ils n'ont pas besoin des politiques pour garder leur poste, d'accord, et moins susceptibles d'avoir été choisis par le gouvernement en place. Il y a plus de chances qu'ils aient été choisis par des gouvernements il y a longtemps. D'accord ? Donc ça vous donne un peu l'idée aussi de comment le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême aux États-Unis est composé, etc. Et quant à la troisième mesure, eh bien, l'idée, c'est que quand on prend en compte la jurisprudence, les décisions judiciaires deviennent une source de droit. Si ce n'est pas le cas, les tribunaux ont un rôle plus limité qui est d'interpréter la loi. Tandis que là, ils font la loi en partie, puisque leurs décisions font partie de la jurisprudence. D'accord ? Après, Jean Rousseau pourrait me dire moi, j'ai 10 autres mesures à vous proposer. Voilà ce que font les auteurs que je mentionne. D'accord ? Ils sont parmi les plus cités. Schleifer est en top, est d'un des économistes les plus cités. Hein. Je crois qu'il est 2e ou 3e mondial en termes de citation. Indépendance, donc voilà les mesures, d'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les auteurs agrègent ces mesures pour constituer une mesure unique d'indépendance judiciaire, d'accord ? Et voilà. Et donc, alors après, ils ont l'autre aspect qui est le contrôle constitutionnel. Alors, ils construisent un indice qui va de 1 à 4 de rigidité de la Constitution. Par exemple, dans certains pays, il n'y a pas de hiérarchie des lois limitant le pouvoir législatif. Dans ce cas, le pouvoir législatif peut modifier la hiérarchie en rédigeant de nouvelles lois. Donc l'idée, c'est qu'une Constitution plus rigide limite le pouvoir législatif. Vous voyez, par exemple, nous, on sait que pour faire des changements de Constitution, il faut les 2/3 du Congrès, ou il faut des référendums. On aurait pu décider que le Parlement, à la majorité simple, peut changer la Constitution. Vous voyez, voilà à quoi je fais référence. Oui. Deuxième chose, l'indice de contrôle juridictionnel. Par exemple, dans certains pays, la constitutionnalité des lois ne peut pas être contestée. Et dans d'autres, il l'est. Le contrôle juridictionnel permet donc de limiter le pouvoir législatif également. Donc, ils construisent un indice basé là-dessus, d'accord ? Donc, en fait, les deux dernières mesures qui sont là
elles sont agrégées également pour constituer un indice de contrôle constitutionnel. Donc d'un des côtés, on avait les 3 mesures agrégées pour l'indépendance judiciaire, on a ces 2 autres mesures agrégées pour mesurer le contrôle constitutionnel. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il regarde les corrélations. Et en fait, ça, c'est un tableau de corrélation. Alors évidemment, la corrélation entre Cour suprême et Cour suprême, c'est 1, évidemment, puisque je corrèle la chose avec elle-même, d'accord, pour bien montrer que je parle d'une corrélation. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, toutes les corrélations entre ces mesures, la plupart sont 0,8, 0,85, et donc on voit qu'en fait, les différentes mesures d'indépendance judiciaire, qui sont la longueur, vous voyez, donc au Constitutional Review, donc là, c'est les mesures d'indépendance judiciaire entre elles, et là, c'est les mesures disons, de pouvoir constitutionnel entre elles, elles sont assez corrélées. Vous voyez, vous avez quand même là, c'est des chiffres, à part ici, toujours assez proches de 1. Voilà. Donc, en fait, c'est des mesures assez corrélées. Mais si on regarde maintenant, d'un côté, l'indépendance judiciaire et de l'autre, le contrôle constitutionnel, là, la corrélation n'est pas tellement grande. Donc, il y avait différentes mesures d'indépendance judiciaire ou différentes mesures de contrôle constitutionnel, elles sont assez corrélées. Mais d'un côté, l'indépendance judiciaire et avec le contrôle constitutionnel, ces 2-là ne sont pas très corrélés. Donc, on dit, je parle vraiment de 2 choses différentes. Vous voyez ? En général, quand on fait de l'empirique, on n'aime pas avoir une seule mesure. On aime en avoir plusieurs et on se dit, bon, ben, quand je sens que différentes mesures me donnent à peu près la même chose, je me dis, bon, j'ai une mesure assez fiable quand même. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est dans un monde d'imparfait, évidemment. Bon, donc voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il montre que dans des pays de common law, qui sont, par exemple, qui sont vraiment sur le droit anglais, les pays de common law où les juges ont beaucoup d'autonomie et où la jurisprudence joue un rôle important, tandis que chez nous, la loi, elle est faite et il faut appliquer la loi, quoi. Eux, la loi, elle se fait, quoi. La jurisprudence joue un rôle important. Eh bien, l'indépendance judiciaire est élevée, mais pas le contrôle constitutionnel, parce qu'il y a moins de rôle pour dire la loi, elle n'est pas valable, puisqu'en fait, en grande partie, la loi, c'est la jurisprudence, quoi. Donc, dans des pays de common law, eh bien, on voit que l'indépendance judiciaire est importante. Vous voyez, tout ce qui est indépendance judiciaire, vous voyez, tout ce qui est à gauche, c'est très important, mais ce qui est, disons, contrôle constitutionnel n'est pas très important. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, le système anglais, lui, met l'accent vraiment sur l'indépendance judiciaire, moins sur le contrôle. Mais nous, on est beaucoup plus un pays de contrôle. Nous, en fait, chez nous, c'est vraiment la logique chez nous en France. On régule à mort avant, quoi, et on contrôle. C'est vraiment, voilà, on a des lois et on contrôle, voilà, on regarde après comment ça. Chez eux, il y a plus de liberté, disons, des juges, plus d'initiative des juges, et comme ils ont plus de pouvoir dans les lois, en fait, de fait, il y a ils jouent moins le rôle de eux vérifier après la loi, tandis que nous, c'est plus ce rôle-là, puisque les juges n'ont pas tellement d'autonomie ils jouent dans la fabrication de la loi, quelque part. Alors ensuite, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 mesures de contrôle. L'un, c'est l'indépendance judiciaire et l'autre, le contrôle constitutionnel. Évidemment, si on regarde des pays qui ont une origine socialiste du droit, Cuba, Chine, Vietnam, Corée du Nord, et bon, c'est pas tout pareil, ces pays-là, hein, quand même. Hein. Je vivrais plus volontiers dans certains que dans d'autres. Mais eh bien, on voit que toutes ces mesures eh ben, c'est jamais bon, quoi. Voilà, donc c'est jamais bien. Mais il y a d'autres pays également, mais c'est jamais une bonne chose. C'est pas positivement corrélé avec ces mesures-là. Alors maintenant, donc on a regardé, voilà, les mesures d'indépendance judiciaire, enfin l'indépendance judiciaire et le contrôle constitutionnel. Et ce qu'on voudrait regarder, c'est l'influence que ça a sur la liberté politique et la liberté économique, d'accord ? Donc, ils ont une base de données pour 75 pays du monde et ils regardent plusieurs mesures de liberté économique et plusieurs mesures de liberté politique. Et ils vont voir comment ces mesures-là sont affectées par leurs mesures d'indépendance judiciaire et de contrôle constitutionnel. Donc, pour mesurer la liberté économique, indice de sécurité des droits de propriété contre les atteintes du gouvernement. Ça, c'est par enquête qu'ils font ça. Alors l'autre, c'est une autre mesure qui est la facilité de créer une nouvelle entreprise, hein, qui est inversement mesurée par le nombre de procédures requises pour créer une entreprise. Voilà. Donc ils regardent, est-ce que c'est plus ou moins facile de créer une entreprise ? Ils regardent ensuite l'intensité de la réglementation des contrats de travail. Ensuite, ils regardent l'estimation de la propriété des banques commerciales
par le gouvernement. Voilà, donc est-ce que... voilà, donc ça c'est encore une autre mesure qu'il regarde. Donc ça c'est une mesure de liberté économique. Bon, moi je ne prends pas parti là-dedans, hein. Moi je considère que je pensais très bien qu'il y ait la réglementation des contrats de travail, etc. Donc je ne suis pas en train de... Voilà, je décris le papier. Les mesures de liberté politique, indice de niveau de démocratie, indice de droit politique, indice de droits de l'homme, et voilà ce qu'ils regardent. Donc voilà leurs mesures, elles sont décrites dans le papier, hein. Et en fait, eh bien, ce qu'ils montrent, c'est que d'abord, une plus grande indépendance de la justice est associée à une liberté politique et une liberté économique considérablement plus grande sur chacune des mesures de liberté économique. Voilà, donc ils montrent que l'indépendance judiciaire joue un rôle très important à la fois pour la liberté politique et pour la liberté économique. Voilà, donc ils ont leurs mesures des deux, là, et ils voient que à la fois l'indépendance de la justice est importante pour toutes les mesures qu'ils ont là vous voyez, toutes les mesures à la fois de... Là, c'est les mesures de liberté politique, et ça, c'est les mesures de liberté économique, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et l'ordre de grandeur des effets est important. Passer du niveau d'indépendance judiciaire de 1, où on met les États-Unis à 0, qui est le Vietnam, augmente le nombre de procédures à l'entrée pour les entreprises de 8,6, ce qui fait passer les États-Unis au niveau de l'Italie, si vous faites l'un l'autre. Bien que le Vietnam est en train de se développer beaucoup, et c'est un cas très intéressant en soi, l'économie vietnamienne. Donc, c'est pas du tout... c'est un pays qui fera encore beaucoup parler de lui. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder ça. Et voilà. Et alors, on peut après contrôler pour la langue, pour la latitude, pour le PIB par tête, etc. Ça réduit un petit peu, disons, l'importance des effets, même de 20%, mais les résultats restent qualitativement les mêmes. Et donc, voilà. Donc, ça, je ne vais pas vous embêter avec les contrôles. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que si vous regardez maintenant le contrôle constitutionnel, les effets sur la liberté économique sont positifs, mais ils ne sont pas significatifs statistiquement, alors que les effets sur la liberté politique sont positifs et significatifs statistiquement. Donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'indépendance judiciaire, elle vous donne tout, mais le contrôle constitutionnel, il vous donne peut-être de la liberté politique, mais il n'a pas l'air de donner beaucoup de... Il ne fait pas une grande différence en matière de liberté économique. C'est ce qu'eux trouvent dans ce papier. Voilà. Hein? Donc, pour résumer, l'indépendance de la justice est associée à une liberté politique et une liberté économique, les deux considérablement plus grandes, sur chaque façon de mesurer l'une et l'autre. Hein. Par contre, le contrôle constitutionnel, enfin bon lapsus, est une garantie de liberté politique, mais ne semble pas, en tout cas sur ces données-là, influer grandement la liberté économique. Mais c'est une étude empirique, elle vaut ce qu'elle vaut, et on pourrait me dire, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Maintenant, on a des méthodes beaucoup plus sophistiquées empiriques qu'on avait à l'époque, et donc moi, je ne mets pas mes mains au feu. Je mentionne un papier de 2004. Depuis, on a fait des grands progrès en études empiriques. On peut faire des expériences naturelles, on peut faire des régressions avec discontinuité. On a beaucoup de méthodes qui ne sont pas du tout explorées dans il n'y a pas de variable instrumentale, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est une économétrie quand même très rudimentaire qui est dans ce papier. Hein. Donc, je montre ce papier pour vous donner un petit peu comment on regarde. Ne prenez pas les résultats que je vous donne à la lettre, parce que je pense qu'on a fait beaucoup de progrès maintenant pour, disons, manipuler les données, construire des données. On a des bases de données beaucoup plus détaillées et on a des méthodes beaucoup plus pointues pour analyser les données. Voilà. Mais en tout cas, je vous parle un peu de la littérature sur la question. Malheureusement, je ne peux pas, dans ce cours, inventer des papiers qui n'existent pas. Je peux vous parler de papiers qui ont été faits. Je ne peux pas faire la recherche d'une semaine sur l'autre et faire en mieux ce que mes amis ont fait là. Voilà, donc, alors, est-ce que j'ai autre chose? Attendez, est-ce que j'ai, à partir du début, diaporama, je crois que je n'avais pas terminé. Où est-ce que j'étais? C'était ça. Alors, voilà, les juges. Attendez que je regarde, je suis là. Voilà. Alors, dans quelle mesure... Alors, il y a une autre chose qu'ils ont regardée. Ils se sont interrogés beaucoup sur l'origine du droit. Et sur l'influence de l'origine du droit sur les libertés politiques et économiques. Moi, j'ai toujours un peu des questions par rapport à ça, mais je vous relate ce qu'ils ont fait,
mais évidemment, je crois que c'est bien de se poser des questions. Donc eux sont beaucoup intéressés, notamment au contraste entre le droit, entre le common law et le civil law. Voilà, ça c'est vraiment leur obsession. C'est le système anglo-saxon et le système français, le système napoléonien, quoi. Et qui est beaucoup plus dirigé, quoi. Le système napoléonien, le droit, hein, les lois sont établies, les juges sont beaucoup plus encadrés, alors qu'on laisse beaucoup plus d'initiative aux juges, et la jurisprudence joue un rôle beaucoup plus important dans le système anglo-saxon. Après, il y a le droit allemand, etc., et le droit scandinave. D'accord? Donc, eux s'intéressent beaucoup, ils disent, voilà, est-ce que c'est innocent la manière dont on exerce le droit? Est-ce que d'avoir un common law, le civil law, ça fait ou pas une différence, eh bien, en matière, par exemple, sur les libertés économiques et politiques? Et eh bien, il montre, si vous voulez, que comparé aux pays dont le droit est hérité du droit français, les pays du common law semblent avoir des niveaux de liberté économique plus élevés. Mais vous savez, c'est un peu... J'ai toujours eu cette question à leur égard. Je dis, voilà, il y a la France et il y a les colonies, par exemple. Et nous, le civil law, il marche très bien chez nous. Mais si je l'applique ailleurs, il marche peut-être moins bien. Mais donc, eux incluent aussi les colonies là-dedans. Et les colonies, il y a beaucoup de choses qui font que ça ne marche pas. Hein. Donc, j'ai toujours trouvé, moi, de mon point de vue, peu convaincant, parce qu'ils incluent les pays qui sont également les pays colonisés. Il se peut très bien que la colonisation française, elle était bien pire encore, ou je ne sais pas, que la colonisation britannique. Je pense que les deux ont été épouvantables, mais je pense, j'en sais rien, et que ça peut influer en partie sur les résultats. Et cette objection, ils ne l'ont jamais vraiment prise au sérieux. Ce qui est quand même incroyable. Comparé, mais je continue à montrer ce qu'ils font, comparé aux pays dont le droit est hérité du droit français, les pays dont le droit est hérité du droit socialiste se caractérisent par un moindre respect des droits de propriété, un plus gros contrôle de l'État sur les banques. En revanche, en matière de liberté politique, ils n'observent pas de différence entre les pays qui ont un droit hérité du droit français et les pays de common law. Comparé aux pays dont le droit est hérité du droit français, un droit hérité du droit allemand ou scandinave apporte par contre, oui, un peu plus de liberté politique dans les pays droit allemand, droit scandinave. Un droit hérité du droit socialiste apporte une moins grande liberté politique. Mais voilà ce qu'il obtient. Mais c'est des corrélations. C'est pas des variables instrumentales, c'est pas des causalités, c'est des corrélations. Voilà. Et les corrélations, il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent se nicher dans une corrélation. Il peut y avoir des éléments, des tierces qui se logent là-dedans et que vous ne voyez pas. Mais je vous le montre parce que voilà, c'est une littérature qui a été influente et qui a beaucoup. Alors je continue. Je vous montre la deuxième partie sur les juges. Et là, on va arriver à des choses un peu plus satisfaisantes, plus récentes. Vous voyez, vous allez voir comment, vous savez, l'économétrie et l'économie, comment on passe de la préhistoire en 2004 à quand même un truc un peu plus évolué dans la période récente. C'est fou quand même, en à peine 20 ans. On passe vraiment de la préhistoire à des choses plus. Mais c'est bien de voir comment on commence à raisonner. Et je suis sûr que vous avez toutes ces questions. On dit, mais ça ne me convainc pas, ça ne me convainc pas, ça ne me convainc pas. Et vous avez raison de vous poser ces questions-là. Voilà. Donc je continue sur les juges. Et maintenant, je vais parler des biais de la justice. D'accord? J'ai peur d'avoir fait... du coup, j'ai peur d'aller trop vite aujourd'hui, mais on verra. Si j'ai trop de... Oui, j'ai toujours peur d'aller trop vite. Vous voulez que je ralentisse? Oui, je ralentis un petit peu? Un petit peu. Voilà. Donc les juges sont biaisés. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de parler des juges comme un contre-pouvoir. On va dire, voilà, il y a l'indépendance judiciaire, il y a le contrôle constitutionnel, et voilà, et ça fait un biais, ça crée un contrôle des juges sur l'exécutif et le législatif. Maintenant, à nouveau, c'est comme si je supposais, vous voyez, je suppose d'abord l'État impartial, ensuite je dis, mais l'État n'est pas impartial, il est partial, donc il faut des forces qui contrôlent l'État, et je dis, une de ces forces, c'est les juges. Mais les juges eux-mêmes sont partiaux, et donc je vais parler de la partialité des juges maintenant. Et comment on peut la limiter? Vous voyez, on ne s'arrête jamais, parce qu'il y a ceux qui jugent les juges, et on peut être partiaux, etc. Hein, d'accord, bon. Donc il y a différents types de biais qui ont été analysés. Il y a les biais politiques, il y a les biais médiatiques, les biais économiques et les biais psychologiques. Alors, je vais vous parler des biais politiques. Alors, il y a un article de 99 qui pratique une méta-analyse de 84 études empiriques analysant le lien entre appartenance des juges à un parti et comportement des jugements aux États-Unis. Il conclut que l'opinion répandue selon laquelle le parti politique est un critère fiable en matière d'idéologie est vérifiée. Les juges démocrates ont l'air d'être plus tolérants que les juges républicains.
Maintenant, ça ne devait pas être vrai dans les États du Sud des États-Unis avant les civil rights, parce que les démocrates dans le sud des États-Unis, ils étaient pires que tout, hein, c'était les pires des pires. Mais je parle en moyenne maintenant, hein, plutôt. L'appartenance à un parti, en contrôlant pour le tribunal et le sujet de litige, explique à peu près 38% de la variance inexpliquée sur les décisions. Vous savez, les juges, il y a des choses qu'on peut expliquer par certaines caractéristiques. Et puis tout d'un coup, on dit, mais tiens, d'un juge à l'autre, ça change, quoi. Et on dit, ben voilà, d'où ça vient, quoi. Est-ce que c'est juste l'humeur du moment? Et apparemment, ben, il y a 38% qui est expliqué par l'appartenance politique du juge. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie, c'est qu'en fait, ce 38%, on peut le désagréger, le décomposer entre 31% dans les tribunaux des États et 48% dans les tribunaux fédéraux. C'est intéressant, le biais politique joue plus au niveau fédéral qu'au niveau des États. Voilà. Et donc l'appartenance politique a une influence plus forte sur les tribunaux fédéraux que sur les tribunaux des États. Voilà, donc ça c'est intéressant, et de voir l'appartenance, les biais politiques. D'accord ? Alors, quelles peuvent être les conséquences économiques des biais politiques des juges? Donc là, il y a un article 2019, donc vous voyez, déjà, on arrive maintenant à... Là, ça devient tout de suite de l'économétrie plus sérieuse, parce que même pour sortir un working paper, ces gens-là qui conseillent directement la ministre du Travail, d'ailleurs, directement. Donc, si vous avez des plaintes, c'est à eux qu'il faut les adresser. Hein, elle, je ne sais pas si Bérangère elle est impliquée dans l'assurance chômage, mais les deux premiers, ils y sont jusque-là, hein, d'accord. Donc voilà, mais ils font de la bonne économétrie. Donc je ne sais pas s'ils conseillent bien la ministre du Travail, ça je ne sais pas, mais je sais que ce sont des bons économètres et qu'ils font de l'économétrie plus sophistiquée que celle du papier précédent, d'accord. Donc selon le gouvernement, donc pour les salariés occupant un poste équivalent, donc là on passe en France, à ancienneté égale, le montant des dommages et intérêts peut varier du simple au triple, voire atteindre des écarts encore plus élevés dans les cas extrêmes. Ils traduisent des traitements différenciés par les juges dans des situations comparables. D'accord ? Donc, la réponse du syndicat de la magistrature, c'est qu'il est pourtant évident que chaque licenciement est différent et que le préjudice qui en résulte ne peut être uniformisé. Donc, les questions que cela pose, c'est est-ce que les juges contribuent à expliquer l'hétérogénéité des compensations pour licenciement abusif? Est-ce qu'il y a un élément justice là-dedans ou pas? Et quelles sont les conséquences pour les entreprises? Évidemment, quand ils font face à un juge plus favorable aux employés, c'est évident que... Donc voilà, en quoi les biais des juges eh bien, jouent sur les indemnités de licenciement et sur les politiques d'embauche, etc., finalement. Hein, donc les impacts économiques du biais des juges. Parce qu'à la limite, vous pourriez dire, bon, ben, les juges sont biaisés, who cares, comme on dit. Hein, mais là, on veut se poser la question, est-ce que ça a un impact? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près dans 50% des cas, eh bien, le montant accordé diverge disons, entre la première instance et l'appel. Vous voyez, on regarde les jugements en première instance et en appel. Si c'était tout pareil, ça serait tout sur la droite de 45 degrés. Si c'était tout pareil, ça serait ça la droite rouge, quoi. Et on voit qu'il y a un biais, en fait, d'accord? Donc... voilà, donc on voit qu'en fait, eh bien, on tend à être, voilà, il y a un biais, il y a un montant divergent. Je ne sais pas si le biais, si on tend à être plus haut ou plus bas si on tend à être plus haut ou plus bas en premier ou en deuxième? En deuxième, hein. Plus bas en deuxième. Voilà. Alors, ils continuent, nos amis continuent, ça c'est un tout début de l'article. Vous voyez, pour Schleifer et al., ça serait la fin du papier. Là, c'est le début du papier, vous voyez, donc maintenant on fait les choses beaucoup plus sophistiquées. Ce qui avant pouvait passer dans un top 5 journal, maintenant ne passerait même pas là, ça serait screen reject maintenant. Hein. Maintenant, il faut suer beaucoup plus pour faire un papier qui sort dans un top 5. Mais mes petits copains du centre en savent quelque chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Exploiter la mobilité des magistrats au sein des chambres sociales pour calculer un biais propre à chaque juge. Voilà. Alors l'hypothèse, c'est conditionnellement, en restant à l'intérieur d'une année et dans une même chambre, les affaires jugées par des juges différents sont en moyenne identiques.
Ça, c'est l'hypothèse. Et on va voir si cette hypothèse est vraie ou pas. Ça, c'est l'hypothèse s'il y avait vraiment neutralité. Et on se place à l'intérieur d'une année, parce qu'on pourrait dire d'une année sur l'autre ou d'une chambre à l'autre, il y aurait des éléments objectifs, des raisons objectives d'hétérogénéité. Mais là, on veut dire a priori, si on était dans un monde non biaisé, eh bien, en restant à l'intérieur d'une année et à l'intérieur d'une chambre, ça devrait être en moyenne, on devrait, eh bien, des juges différents, en moyenne, devraient sur le temps, peut-être que d'une fois sur l'autre, ils peuvent changer, mais en moyenne, sur l'année, ils devraient rendre des jugements identiques. Le fait de restreindre l'analyse à l'intérieur d'une année donnée évite de considérer des changements majeurs sur le marché du travail local dont traite cette chambre. Par exemple, si on considère une affaire en 2013 avec le juge A et une affaire en 2016 avec le juge B, il est possible que le marché du travail ait évolué en 3 ans et que la nature des affaires jugées soit très différente. Donc c'est important de restreindre au sein d'une même année. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous embêter avec des maths, ce n'est pas du tout ce cas. On calcule en fait on regarde un juge J, d'accord, et on regarde un cas d'indemnisation pour licenciement abusif. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que je veux regarder en moyenne, je veux regarder ce que ce juge a fait sur les autres cas. Donc je vais ignorer le cas en particulier et je vais voir s'il y avait un biais sur les autres cas. Donc je vais regarder je vais faire la somme des décisions 1-0 qu'il a pris sur les autres cas et je vais créer une variable qui est un biais du juge, mais calculé sur les autres cas et voir l'impact que ça a sur ce cas-là, quoi. Voilà. Hein, donc je crée un biais, mais justement pour le cas I, je fais la somme de ces décisions, hein, de ces résidus sur les affaires qui ne sont pas I. D'accord, je suis dans le I, je veux regarder qu'est-ce qu'il a fait ailleurs. Justement, je ne veux pas inclure cette affaire-là, parce que ça aurait pu être lié avec la particularité de cette affaire-là. Je veux voir une caractéristique du juge indépendamment de l'affaire I. Vous comprenez l'idée? D'accord? Voilà. Donc ça fait un effet juge. Et je regarde dans l'année T plus 3, quelle est la décision du juge, ou l'effet de... en tout cas, disons l'effet du biais du juge. Donc ça, c'est le biais du juge. Hein, et qu'est-ce que ça va donner pour disons, des variables économiques de l'entreprise dans ce cas-là, à T plus 3, l'entreprise qui a fait le licenciement. Hein. Voilà. Alors, on voit que, eh bien, c'est très intéressant, on voit que quand on fait face à un juge qui est plus pro-employé, eh bien, il y a plus de chances d'avoir liquidation, l'emploi va réduire, les embauches réduisent, mais là, ce n'est pas significatif, et voilà. Mais on a surtout, voilà, on voit que le biais joue sur l'emploi et liquidation, et voilà, et donc ça joue de cette manière-là, d'accord? Maintenant, ça peut être bien par ailleurs. Je ne vois pas les wages. Est-ce que les wages ne sont pas là-dedans? C'est intéressant, ou les paiements, etc. Mais donc, ça influe évidemment, ça influe sur les décisions des entreprises. En même temps, c'est important de protéger les employés. Donc, je pense que c'est important d'avoir des juges. Mais c'est vrai que ça a forcément un impact. Le biais du juge a un impact sur les décisions de l'entreprise. Donc, j'ai parlé des biais politiques. Maintenant, je peux parler de biais médiatiques. Non, ça veut dire moins pro-worker, plus pro-worker, quoi. D'accord? Eux le mettent de cette manière. Eux, c'est pas moi qui ai fait le tableau. Hein. C'est toujours embêtant de faire des choses parce que vous devez défendre des gens qui ne sont pas... je suis souvent pas en accord avec eux, mais je montre un peu comment ils font. J'aurais pu mettre pro-firm, et c'était le contraire, d'accord? Et eux le mettent comme ça. On a photocopié de chez eux, là. C'est tout. Je n'ai pas refait une table moi-même. Je ne fais pas des tables politically correct à partir des tables politically incorrect de mes confrères. Vous vous rendez compte, je passerai ma vie à ça. Donc, ce n'est pas mes tables à moi. Voilà, donc je suis... voilà. Mais en tout cas, j'aurais pu la mettre comme... Bon, alors le biais médiatique. Alors là, il y a donc un papier 2018 dans le Journal Political Economic et donc un papier, un top 5 journal. Donc, voilà, donc ça, c'est normalement des trucs sophistiqués. On ne peut pas sortir maintenant dans le JPI 2018 avec l'économétrie de Schleifer, quoi. Ça, c'est impossible. Ça ne passerait même pas le premier screening, d'accord? Donc, on étudie l'impact de la diffusion télévisée de reportages sur des affaires criminelles, de reportages ayant trait à des affaires criminelles, et on regarde l'impact de la diffusion télévisée de ces reportages sur les décisions des tribunaux. Et on compare les verdicts prononcés juste après une couverture médiatique accrue d'affaires criminelles aux verdicts rendus à la suite d'une couverture médiatique moindre d'affaires criminelles, d'accord?
Donc et on regarde essentiellement l'effet que ça a sur le fait d'être condamné ou pas, sur le type de condamnation et la durée de la peine. Donc comme les dates des procès en France sont fixées des mois à l'avance, on peut estimer que le jour du procès est indépendant des informations diffusées la veille. Et alors là, c'est très intéressant. Donc on regarde un certain nombre d'outcomes par rapport au fait qu'il y a eu médiatique. Mais on donne différents... Ça recouvre différentes choses. Donc par exemple, si eh bien, l'effet de la couverture médiatique commise de crimes un jour avant le procès, quel est l'effet sur l'acquittement? Et on voit qu'il n'y a pas d'effet significatif. Voilà. Donc s'il y a eu plus de crimes ou pas, sur le fait d'acquitter ou pas d'acquitter, il semble que dans leur étude, ça n'ait pas vraiment d'effet. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que s'ils regardent l'effet de la couverture médiatique de crimes un jour avant sur la durée de la peine, eh bien vous voyez qu'il y a un effet positif et significatif sur la durée des peines. C'est-à-dire que s'il y a eu un jour avant plus de crimes couverts par les médias, vous voyez, plus de rapports de crimes, et ça, à mon avis, doit avoir par des articles, nombre d'articles ou un truc comme ça. C'est comme ça qu'ils le mesurent, non? Par le? Ah, c'est TF1 France 2, d'accord. Ah, voilà, donc c'est très bien. Donc voilà, il faudrait que les présentateurs TF1 France 2 soient au courant de l'effet qu'ils ont sur les juges. C'est formidable, le pouvoir médiatique. Eh bien là si vous avez un morceau de cinéma là, de Laurent Delahousse ou de je ne sais pas qui, eh bien voilà, ça augmente la durée des peines. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est montré ici. Vous voyez là, il n'y a pas vraiment d'effet sur la décision d'acquitter ou pas, mais vous voyez un effet important sur la sentence length, sur la durée des peines. C'est intéressant, c'est un effet très important même. Vous voyez l'impact des médias, quoi. Hein, voilà. À l'inverse, l'effet de la couverture médiatique d'erreurs judiciaires. Si par exemple on dit, voilà, un jour avant le procès, on fait état dans les médias, c'est toujours TF1 et France 2, toujours, hein, c'est ça. France 3, ça compte pas, ah, c'est pas sympa ça. Et donc, on regarde s'il, eh bien, le fait qu'il rapporte une erreur judiciaire, à nouveau. Alors là, on voit qu'il n'y a pas d'effet sur l'acquittement, mais là, on a alors un effet négatif et significatif sur la durée des peines. Donc si j'ai reporté qu'il y avait une erreur judiciaire un jour avant, eh bien la durée des peines est réduite. Vous voyez, c'est formidable, les juges. Hein. C'est des êtres humains, hein, voilà, qui regardent TF1 et France 2, visiblement. Pardon? Ah, ça, c'est les jurys populaires. Ouh là 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 là, juste. Ça, c'est les jurys. Oui, aïe, aïe, oui. C'est les jurys populaires. C'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est juste, ça, c'est les jurys et pas les juges. Ouh là là, qu'ai-je dit? C'est les jurys populaires. Alors, quel est le timing de l'effet de la couverture médiatique sur la décision? Eh bien, on regarde de 7 jours avant à 7 jours après, et c'est seule la couverture médiatique la veille qui compte. Donc, c'est les jurys populaires. Donc ça, je dois ravaler ma salive. Et c'est les jurys populaires. Et donc, ce qui s'est dit il y a 2 jours, ils ont oublié, quoi, déjà. C'est ça, en fait. Ils se souviennent de ce qu'ils ont dit la veille. C'est bien, c'est sympa, hein? Voilà. Alors, jusqu'ici, voilà, justement, on en arrive là, absolument. Jusqu'ici, les décisions concernaient les décisions prises par un jury composé de jurés civils, donc c'était sans expérience juridique, mais à culpa, là, pour les juristes dans cette salle. Les médias affectent-ils différemment les décisions prises par des juges? Eh bien, on s'intéresse aux délits relevant des affaires correctionnelles, jugées sans jury populaire, et là, on n'a pas d'effet. Donc l'honneur est sauf. Les juges, France 2 et TF1 n'ont pas d'influence vraiment sur les juges, c'est sur les jurés populaires. Aïe, aïe, aïe. Je ravale ma salive, là. Donc, au total, les peines prononcées lors des procès devant jury sont plus longues après une plus grande couverture médiatique d'affaires et plus courtes après une couverture médiatique d'erreurs judiciaires. En revanche, aucun effet des médias sur les décisions de condamnation des juges professionnels en France. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler des biais économiques. Alors, ça, c'est un article très intéressant sur lequel avait travaillé quelqu'un que j'avais poussé à partir aux États-Unis, qui maintenant est à UPenn, à Wharton, dans l'école à l'Université de Pennsylvanie, et de Ioana Marinescu. Et Ioana Marinescu, elle avait été très connue parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, dans les fins des années 90, il y avait eu toute une polémique. Des étudiants de l'école normale s'étaient plaints que les économistes faisaient trop de modèles et pas assez d'empirique.
Et que c'était des... Vous n'aviez pas suivi cette polémique? Et c'était Johanna qui avait dirigé ça. Tu vois? C'est intéressant, hein? Voilà. Et elle regarde l'effet des conditions économiques sur les décisions des juges. C'est en France, dans les affaires de licenciement abusif. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle montre, c'est que plus le taux de chômage est élevé, eh bien, moins les employés ont de chances de gagner. C'est-à-dire que dans des périodes de récession ou d'augmentation de chômage, eh bien, quelque part, les juges donnent davantage raison aux employeurs. Ce qui va de pair avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, que quand il y avait trop, eh bien, les employeurs tendaient à réduire l'emploi, etc. Donc ça va un peu dans le même sens. Mais là, c'est un peu bien différent, c'est un truc différent. C'est de dire, je pense que les juges vont être biaisés, ils vont être influencés par les nouvelles économiques. Et s'ils sentent que, eh bien, ils ont peut-être peur, par exemple, qu'une entreprise ayant en faillite, peut-être le raisonnement, disons, c'est de dire, si je ne mets pas un peu de flexibilité, l'entreprise, elle ferme. Donc c'est pire que tout, puisque le taux de chômage est déjà élevé. Donc je suis obligé voilà, il faut que je donne un peu plus de flexibilité dans cette période-là. Et c'est intéressant que le biais des juges varie le long du cycle. Dans les périodes de récession ou dans les périodes de chômage plus élevés, les juges de prud'homme, ils sont plus favorables aux entreprises. Et ils le deviennent moins dans les périodes quand ça va bien. C'est intéressant. Voilà. Alors maintenant, il y a les biais psychologiques. Ah, alors là, dis donc. Alors là, c'est encore un article, Quarterly Journal 2016. Vous savez, les articles, c'est comme les vins. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est le contraire, là. Là, il faut que ce soit récent. Si vous êtes top 5 récent, le vin est très bon. Si c'est pas top... voilà, si c'est top 5 il y a du temps de mon arrière-grand-mère ou de mon arrière-grand-père, c'est plus suspicieux. C'est le contraire du vin, en fait, hein, les papiers. Si vous voyez un top 5, vous voyez quel QGI, c'est top 5 2016, c'est récent, là, vous pouvez vous dire c'est fait sérieusement. Après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est beaucoup plus fiable qu'un article de 2004. Vous voyez, c'est le contraire d'un vin. Vous voyez, ça vous apprend des petites choses comme ça. Hein. Voilà. Tout ça, je suis filmé, ça va être terrible, Schleifer, là. Déjà que ce n'était pas mon ami, alors maintenant, ça va être dramatique. Bon, alors, lorsque l'on prend une décision binaire, 1 ou 0, vous avez déjà été joué à la roulette, vous êtes déjà dans des casinos, et en général, enfin souvent, on a le biais de penser que si le rouge est sorti souvent, il y a beaucoup plus de chances que ce soit le noir qui sorte, alors que c'est totalement faux. Ça n'aurait absolument rien changé, d'accord? Sauf si on est dans Casablanca et qu'on a que la personne qui s'occupe du casino est un ami, etc. Bon. Mais si on n'est pas dans Casablanca, eh bien, normalement, on ne devrait pas être biaisé. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas regarder l'information combien de fois les 0 et les 1 sont tombés avant. D'accord? Donc, alors qu'on pense qu'ils doivent alterner un minimum de fois. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le gambler's fallacy. Hein, fallacy, c'est l'illusion du joueur, hein, c'est ça. Voilà. Alors, eh bien, on voit qu'il y a autocorrélation négative dans la prise de décision des juges et qui n'est pas liée aux caractéristiques des affaires étudiées, mais qui est vraiment vérifiée. Mais chez les juges, c'est autre chose. C'est pas tellement un truc de probabilité. C'est de dire, j'ai quand même été trop coulant, quoi. Il faut que je sois un peu... c'est pas le même argument exactement. C'est plus un argument de réputation du juge, quoi. Le juge, il peut dire, je ne veux pas être trop gentil tout le temps, quoi, parce que sinon on va penser que je suis trop bonne poire, donc là, il faut que je devienne un peu dur et que je montre que je suis un peu dur, quoi. Donc tant pis pour le nouveau, tant pis, donc le type a été sympa avec les 10 cas d'avant, il y a un mec, le malheureux qui arrive en 11e, tant pis pour lui, quoi. Il est arrivé au mauvais moment. Donc voilà, et ça concerne les demandes d'asile pour les réfugiés, demandes de prêt, demandes des arbitres de baseball. Évidemment, je vais par ordre croissant d'importance et de gravité, oui. Donc l'idée, si je suis juge et j'accorde beaucoup l'asile, j'ai peur de devenir trop indulgent. Et ensuite, j'essaie activement de corriger. Donc la prochaine fois, je refuserai l'asile. La manière dont j'ai statué sur l'affaire précédente affecte à tort la décision sur l'affaire actuelle. Toutefois, l'expérience du juge réduit cette autocorrélation négative. Voilà, comme dans les cas des biais médiatiques, l'expérience des juges semble réduire le biais. Voilà. Et aussi, probablement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont plus d'expérience. Et à mon avis, c'est que la réputation, elle est établie. Je pense qu'un juge, après un certain temps, il se dit, voilà, je ne suis plus un petit gamin, voilà, ma réputation est faite, quoi. Et donc, ils sont moins sujets à ce type de correction. Voilà. Et donc, alors, il y a d'autres biais très intéressants
par exemple, la fatigue. Alors là, c'est terrible, hein. Donc, si jamais vous êtes jugé, alors je vous donne des bons... Alors là, vous quittez au mauvais moment. J'allais vous donner des bonnes choses. Regardez, n'allez jamais devant un juge, allez avant le déjeuner et vers la fin de la journée, la partie, là. Vous voyez? Peut-être que c'est maintenant, elle s'est dit, ah, il faut que j'aille vite. Bon. Alors, bien lié à la fatigue, vous voyez, juge plus indulgent, regardez, avant le déjeuner et fin de journée, vous voyez, donc c'est sympa, là, donc voilà, donc voilà, donc vous voyez, là et là, le juge est très sympa, donc ça, c'est chouette. Donc, allez vraiment, n'acceptez jamais d'aller en procès, vous voyez, voilà, jamais. Ah, c'est tout, il n'y a rien? C'était le dernier? Non, 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 non. Est-ce vrai? Non, non, non. Voilà, donc... alors, il y en a d'autres, l'âge, par exemple, que ce soit... donc, les juges sont plus indulgents en vieillissant, vous voyez? Donc, la durée... Alors, c'est marrant parce que l'impression que la durée, avec l'âge, je deviens de plus en plus dur et après, je deviens plus sympa, quoi. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Au début, et alors, par exemple, les criminal appeals, là, je semble devenir plus cool après. Et granting asylum, j'ai plus tendance à donner l'asile quand je suis un juge plus âgé. Donc prenez un juge âgé, prenez-le avant l'heure du déj ou à l'après-midi, et là, je vous garantis, vous voyez tout ce qu'on donne, les conseils qu'on ne donne pas. C'est un cours très utile, hein, que vous prenez là. Hein. Voilà. Alors, d'autres biais psychologiques des juges ont été mis en évidence. L'influence des défaites de l'équipe de football de Louisiane sur les condamnations. C'est horrible, vous vous rendez compte? L'indulgence plus grande si le procès a lieu le jour de l'anniversaire de l'accusé. Voilà. Comment limiter ces biais? Alors, comment limiter ces biais? Eh bien, il faut former les juges au fait qu'ils soient affectés par des biais. Eh bien voilà. Donc, former les juges permet de réduire les biais. Donc, il faut offrir un cadre de réflexion théorique générale sur le rôle des biais. Alors là, il y a un article très intéressant. Vous savez que c'est très à la mode, le machine learning, le big data et le machine learning. Vous voyez, vous m'auriez dit, ah là là, ce Haguillon, vraiment, il est en dehors des clous, il ne parle jamais de machine learning et de big data. Ben voilà, je vous en parle, voilà, là, maintenant. Donc, à propos des juges, et donc, pour identifier les juges, eh bien, je vais utiliser le machine learning. Et en fait, vous allez voir que c'est mieux d'être jugé par une machine que par un juge. Alors, attends, c'est ça plus ou moins. Alors, dans quelle mesure les algorithmes de machine learning pourraient remplacer les décisions humaines afin de réduire le biais des juges? Alors, ces algorithmes ne sont pas nécessairement sujets à des biais humains, ok, mais sont-ils plus performants que les décisions humaines? Parce que, vous voyez, par exemple, il y a peut-être des éléments psychologiques, on voit des choses, vous voyez, il y a des choses pas objectives qu'on voit pendant le procès, peut-être qu'on devine, voilà, on regarde la psychologie de la personne, on regarde son instabilité, des choses que la machine ne peut pas voir. Donc peut-être que le juge, là, il a un avantage, mais il a les biais dont on a parlé. Donc au total, qui est mieux, la machine ou le juge? D'accord? Et donc l'idée, c'est de comparer les décisions des juges et les prédictions automatiques des algorithmes de machine learning dans le cadre des décisions de justice pénale. Alors là, c'est mon ami Sandil Mullainathan, qui a beaucoup travaillé sur le machine learning, qui était à Harvard, maintenant il est à Chicago. C'était un copain adorable. Une fois, on est allé à Venise à un congrès, et il me dit, mais c'est terrible, on ne peut pas circuler en voiture dans cette ville. Il était furieux. Il ne voulait être qu'à la place, là, tu sais, où il y a les bagnoles, quoi, comment elles s'appellent. Il ne voulait pas sortir de là, quoi. J'ai dit, mais tu sais, Venise, c'est intéressant aussi en bateau, à pied, etc. Voilà. Bon, chaque année, environ 10 millions de personnes sont arrêtées aux États-Unis. Comme vous savez, une personne sur 100 aux États-Unis est en prison, parce que les États-Unis n'ont pas encore compris que c'est plus important d'investir dans les écoles que dans les prisons. Bon, ça, peut-être qu'un jour, ils y viendront, mais ils n'y sont pas encore. Bon, par étant test ferme. Après leur arrestation, les juges décident de garder les accusés en prison en attendant le procès ou de les laisser partir libres. D'accord? Selon la loi, la décision est prise afin de minimiser le risque de fuite, absence de comparution au procès. Donc là, les données utilisées, c'est 750 000 personnes arrêtées à New York entre 2008 et 2013. On a des informations sur les antécédents des individus, les mêmes que celles mises à la disposition des juges. On a des données sur les crimes ultérieurs pour évaluer les performances de l'algorithme. Ce qu'on appelle crime ici, c'est le fait de ne pas se présenter au procès. Donc l'objectif, c'est donc d'emprisonner ceux qui présentent le plus grand risque de ne pas se présenter. C'est ça ici.
On ne regarde pas les crimes d'après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le moment, après, ils regardent d'autres crimes, mais on regarde, est-ce que vraiment et vous savez, il y a toujours des erreurs de type 1 et de type 2. Par exemple, Simon, je suis sûr qu'il le représentait, mais il se peut que par erreur, je le mets en prison, alors que Simon, de toute façon, on serait venu. Mais Olympia, elle, à coup sûr, elle ne serait pas venue, et je l'ai laissée partir. Tu vois, comment je minimise les erreurs de type 1 et de type 2. Voilà. Voilà. Alors, il y a d'autres définitions de crime, comme la récidive, évidemment, parce que je suis intéressé par la récidive, surtout. Et ça donne des résultats similaires, en regardant ces définitions du crime. Alors là, je dois passer un petit peu de temps, parce que c'est une slide un peu compliquée, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Comment fait la machine? Eh bien, la machine, en fait, on entraîne l'algorithme à comprendre les décisions de libération en fonction des caractéristiques de l'échantillon. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la machine, je lui fais... Vous voyez, la machine, je la fais passer par là. Et vous voyez, je divise en 5. Et je divise l'échantillon en 5 de parties égales. Et la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va s'entraîner sur les 4 elle va apprendre, elle va auto-apprendre la machine. Vous voyez, elle va se corriger elle-même pour ensuite voir à quel point elle fait là-dessus, quoi. Voilà. Et quand je suis sûr qu'elle fait assez bien là-dessus, hop, je l'envoie vraiment vers les cas, quoi. Vous voyez, donc j'entraîne la machine là-dessus. Vous voyez, je coupe en 5 le training set, c'est l'ensemble pour s'entraîner, et à chaque fois, je dis à la machine, tu vois, tu vas t'entraîner sur ces 4-là et prédire celui-là, mais je le fais d'abord pour ces 4 pour prédire là, ensuite je le fais sur ces 4-là pour prédire là, puis sur ces 4-là pour prédire là, et c'est comme ça qu'elle s'entraîne à fond, quoi, vous voyez. Et une fois qu'elle s'est vraiment entraînée, je l'envoie vers les choses, vous voyez, je l'envoie là-haut, quoi. Where the real thing is, d'accord? Et donc, je vais comparer. Alors, chaque chose ici, vous voyez, chacun de ces trucs-là, c'est l'entraînement. Qu'est-ce que c'est? Chaque fois des 4 fois pour prédire celui-là, c'est 4 fois de suite, je passe par, voilà un exemple d'arbre de décision. Je veux dire, je fais passer la machine pour dire, voilà, est-ce que c'était félonie ou simplement acte de malveillance? Et s'il y avait félonie, est-ce que la personne avait moins de 30 ans ou au-delà de 30 ans? Et en général, c'est les moins de 30 ans ou les plus de 30 ans qui ont tendance à, on ne sait pas trop, mais que ça fait la forme des différences sont plus jeunes ou plus âgés. Et quand c'est disons, un malveillance, est-ce qu'il y avait eu un crime avant? Non, oui. Et donc, on classifie comme ça. Donc, chaque fois que je passe par une des 4 cases, je fais passer par ce truc-là, vous voyez. Et je dis après, bon, étant donné ça sur les 4, qu'est-ce que je prédis sur le 5e? Et c'est comme ça que la machine apprend. Vous voyez, c'est comme les jeux d'échecs, ils apprennent en jouant avec vous. D'accord? Et après, une fois qu'elle a bien appris, hop, je l'envoie sur les vrais échantillons. Alors, je compare après les prédictions humaines et les prédictions de la machine entraînée, comme je l'ai faite. Hein, d'accord? La machine s'est entraînée avec des choses échantillons, chaque fois prenant 4 sous-échantillons pour prédire le 5e, mais à chaque fois en changeant les 4 échantillons d'entraînement pour la prédiction, je forme la machine à fond et après je l'envoie sur le vrai. Et je compare les prédictions humaines et les prédictions de la machine. Grâce à l'algorithme, on prédit une probabilité de crime pour chaque accusé. La règle de décision, c'est d'emprisonner les accusés qui présentent le risque prévu le plus élevé. Comment les décisions de la machine se comparent-elles à celles des juges? La réponse a priori n'est pas évidente. Les juges ont accès, comme je le disais tout à l'heure, à des informations qui ne sont pas dans le dossier, comme le comportement de l'accusé dans la salle d'audience. Ça, c'est quelque chose que la machine n'a pas. Ce n'est pas dans l'arbre que j'ai montré tout à l'heure. Vous n'avez pas ça dans cet arbre, vous voyez? D'accord? Et eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la probabilité de crime prévue par l'algorithme est fortement corrélée au taux de criminalité. Vous êtes pratiquement sur la droite à 45 degrés, là. Hein. C'est pratiquement la même chose, quoi. La machine, elle est excellente, là. Par contre, les juges, c'est moins bon. Regardez, les juges libèrent 50% des accusés dont le risque de crime prévu dépasse 60%. Dans le même temps, ils emprisonnent, donc ça c'est des Olympia, mais dans le même temps, ils emprisonnent des Simon, ils emprisonnent des 30% des accusés avec un risque de criminalité de seulement 20%. De ce point de vue, l'algorithme a échangé des accusés à haut risque. Évidemment, ce qui serait génial, c'est que, évidemment, l'algorithme dit « c'est pas bon, parce que j'aimerais innocenter Simon et au contraire que Olympia, voilà. Et donc, parce que ça permettrait de maintenir la population carcérale à un niveau fixe tout en réduisant le taux de criminalité. » D'accord ? Et quelle est l'ampleur des gains permis par l'algorithme? Eh bien, les auteurs calculent que la criminalité pourrait être réduite de 25% sans modification du taux d'emprisonnement.
ou bien de manière équivalente, que vous pouvez réduire les populations carcérales de 42% sans modification du taux de criminalité. Donc vous voyez l'un ou l'autre. Vous pouvez dire je veux garder le taux de criminalité constant et à ce moment-là j'ai besoin de moins de prisons, ou bien je garde les mêmes prisons et avec les mêmes prisons je peux réduire sensiblement les taux de criminalité. Voyez, et donc ça c'est ça c'est le premier et le deuxième là. Voilà. Alors pourquoi ces écarts ? Pourquoi ces écarts? Une explication, c'est que les juges peuvent être affectés par des indices dans la salle d'audience, par exemple le comportement de l'accusé, qui ne prédisent pas le taux de criminalité. Quelle que en soit la raison, les gains de prévision apportés par le machine learning sont substantiels. Alors, est-ce qu'on peut faire une politique publique d'aide à la décision avec des algorithmes? Daniel Chen, qui est à Toulouse, réticence à l'idée de l'aide au jugement par des machines provient en partie du fait que les individus considèrent chaque cas comme unique. Le fait d'être froidement comparé à d'autres cas via un algorithme ne reconnaît pas l'individualité, la dignité. I am an individual, don't treat me yet another data point. Là, je pense que les libéraux, je pense que si je faisais ça, Monique ou Koenig sauteraient au plafond, quoi. Voilà, donc je ne peux pas faire une chose comme ça. Conclusion, le rôle du pouvoir judiciaire comme checks and balances au pouvoir législatif et exécutif, plus de pouvoir judiciaire est associé à une plus grande liberté économique et politique pour les individus, mais dans la mise en place concrète de la justice, ces tribunaux sont soumis à des biais de différentes sortes, politiques, médiatiques, économiques, psychologiques, affectant leur jugement. Comment limiter ces biais? L'expertise et le professionnalisme des juges permet de limiter certains biais, notamment médiatiques et psychologiques. La formation peut permettre de faire prendre conscience aux juges de ces biais pour les limiter. Peut-être que les algorithmes constituent une solution pour l'aide à la décision. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les juges. Je vais m'arrêter là et on reprend dans... Il est quoi, 56 là maintenant? Eh bien, je reprends dans 5 minutes. Voilà. Merci. Vous vous souvenez que, moi, vous savez, je procède souvent par spirale. Je reviens sur les choses, parce que je crois que c'est une bonne manière de... Mais j'espère que je ne fais pas des cercles, mais que je fais vraiment des spirales, vous voyez. Donc, ça vous me dire si je tourne en rond, c'est possible. Mais l'idée, c'est que j'espère que non, et que je fais comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc là, je veux revenir à l'idée du corridor dont je vous ai parlé la dernière fois, d'accord? Entre l'État, qui est là pour faire les lois, en tout cas jusqu'à un certain point, et les faire appliquer, hein, et pour garantir les droits de propriété, pour garantir le respect des contrats, pour garantir law and order, pour investir, pour faire plein de choses dont on a parlé, et puis les contre-pouvoirs, et je parlerai de la démocratie également. Et j'avais parlé un petit peu de dire, voilà, j'avais parlé du livre d'Acemoglu Robinson qui s'appelle le Corridor étroit, et pour parler un petit peu, faire un peu une typologie des pays, enfin c'était vraiment fait très vite, où j'avais parlé du Léviathan despotique qui était la Chine, par exemple prenant l'exemple chinois, j'avais parlé de Léviathan absent, donc le Léviathan despotique, il est là, hein, à gauche, vous avez de l'État, mais très peu de contre-pouvoir. Le Léviathan absent, il est là, il y a très peu d'État, mais il y a... Et puis entre les deux, il y a un mélange, un dosage d'État et de contre-pouvoir, ou de société civile, vous pouvez l'appeler contre-pouvoir, démocratie, ce n'est pas tout la même chose, mais enfin, il joue un peu le même rôle de limiter le pouvoir de l'exécutif, ou en tout cas de contrôler. Et j'avais parlé de quelques pays qui sont entrés dans le corridor. J'avais raconté un peu leur bouquin, comment ils donnent l'exemple de cette tribu Tive en Afrique qui, elle, soi-disant, serait un Léviathan absent, au contraire de la Chine qui est un Léviathan despotique. Qu'entre les deux, il y a des pays qui sont, comme les nôtres, nos pays, qui ont un mélange d'État et de société civile. Nous en avons l'expérience également il y a récemment en France. Voilà. Et il donnait l'exemple de Weimar qui sort du corridor, qui se trouve dans le corridor, et puis qu'après, avec Hitler, on sort et va par là. Et par contre, la Grande-Bretagne, qui selon eux reste dans le corridor avec les réformes sociales qui les empêchent de basculer dans le populisme. Bon, après, et l'État-providence qu'ils mettent en place avec Beveridge, ça aurait pu être fait autrement que par Beveridge. Là, il y a tout un débat là-dessus que nous avons eu à Lyon avec Élie qui est présent. Mais eux, dans leur livre, c'est ça qu'ils racontent. Voilà. Moi, je vais reparler de la même chose, mais en disant, voilà, pour l'innovation. Pour l'innovation aussi, si je me place simplement du point de vue, leur livre n'est pas sur l'innovation. Mais si je me place simplement d'un point de vue étroit de « je veux maximiser l'innovation », eh bien, est-ce que là aussi, il y a une théorie du corridor? Alors, je n'ai pas écrit de livre là-dessus, mais on va essayer, avec des éléments qu'on prend à droite à gauche, d'essayer nous-mêmes de nous forger un peu une vue là-dessus.
Donc je vais le faire, voilà, donc je n'ai pas un livre là-dessus. Là-dessus, j'amène mes éléments à moi et ma réflexion à moi. Bon, d'abord, le rôle de l'État pour assurer l'innovation, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer puisque nous avons passé tout le début du cours là-dessus. Toute la partie pigouvienne était sur ça. Hein, l'État, la protection des droits de propriété, puisque si vous n'avez pas la protection des droits de propriété, vous n'avez pas d'innovation, c'est très important, mais vous avez besoin de l'État également parce qu'il y a des externalités technologiques, vous avez besoin de donc l'éducation, la formation professionnelle, la politique du marché du travail, vous avez besoin de l'État pour la politique industrielle, comment repenser la politique industrielle, vous avez besoin de l'État parce que la recherche fondamentale, elle est mieux faite dans des investissements, dans des endroits qui sont des non-profit, donc le rôle de l'État ou des mécènes est très important pour financer la recherche fondamentale. Donc on a passé en revue, je n'ai pas à vous expliquer maintenant, si je vous donnais, on ne donne pas d'interrogation écrite maintenant à ce stade, mais vous auriez de quoi remplir des pages et des pages et des pages sur le rôle de l'État pour favoriser l'innovation. D'accord? On est d'accord. Après, l'État peut ne pas remplir son rôle, mais on sait ce que l'État peut faire, et il y a beaucoup à faire. À la fois le droit, le respect des droits de propriété et les externalités technologiques qui justifient le rôle de l'État. D'accord? Donc ça, l'État, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin qu'on a besoin d'État. S'il n'y a pas l'État, ce n'est pas bon pour l'innovation. Vous avez besoin de l'État. Moi, je vais essayer de vous montrer, c'est le rôle de la démocratie, notamment, et de la société civile. Voilà, donc ça, je vais essayer un peu d'aller dans cette direction et de vous montrer des éléments. Mais évidemment, je n'ai pas un livre qu'on fait là-dessus. Si on devait faire un livre là-dessus, il faudrait beaucoup plus que ce que je vais vous montrer. Donc, dans ce que je vous dis, c'est plus que du gruyère, c'est essentiellement plein de trous partout. Mais je vais essayer de vous montrer quelques éléments qui vont dans la direction de ce que j'essaie d'avancer. Alors, la première chose, c'était une étude. Là, je passe avec des slides en anglais, avec des fichiers en anglais, mais je vous le dis en français, eh bien, en montrant, vous savez, je vous ai toujours dit cette distinction qu'il y avait entre la croissance de rattrapage et la croissance par l'innovation à la frontière. Je vous ai dit, les pays qui sont moins avancés, ils peuvent avoir beaucoup de croissance simplement parce qu'ils imitent les technologies plus avancées, d'accord ? Et les pays les plus avancés, eux, c'est essentiellement en innovant à la frontière, sans savoir ce qu'il y a devant eux. Et l'intuition de base, c'est de dire, ben voilà, d'abord, il y a une première chose, c'est que, en fait, quand je suis loin de la frontière, je n'ai pas vraiment besoin d'énormément de concurrence. Quand je suis un pays en rattrapage, ce n'est pas très grave. Nous étions, alors la France a été un pays très innovant dans certains domaines, on ne peut pas qu'on ne me fasse pas dire que nous n'avons pas été à la pointe de la recherche dans des grands domaines, toujours. Mais on était quand même essentiellement une économie en rattrapage pendant les 30 Glorieuses. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence en France. C'était la politique industrielle, colbertiste. Il n'y avait pas le marché unique, il n'y avait pas tout ça, quoi, d'accord? Et ça ne nous a pas empêché de croître à des taux très élevés. D'accord. Le Japon, qui a cru à des taux très élevés, n'était pas une économie extraordinairement compétitive. La Corée, qui a rattrapé, n'est pas une économie caractérisée pour être compétitive. Je vous avais parlé des chobols et de la Corée précédemment. D'accord. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, si vous voulez, quelque part, eh bien, je n'ai pas vraiment besoin de concurrence énormément. Quand je suis une croissance de rattrapage, je n'ai pas non plus besoin tellement d'innover de manière fondamentale. Je dois surtout imiter. Et l'idée de base, c'est de dire, ben voilà, vous n'avez pas vraiment besoin tellement de la concurrence, vous n'avez pas vraiment besoin tellement disons, de la recherche libre, puisque vous imitez. Eh bien, la démocratie, bon, c'est toujours important d'en avoir. On aime la démocratie pour le fait d'en avoir. Mais ce n'est pas crucial pour la croissance. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas de démocratie. Vous voyez, je veux dire, je ne suis pas en train. Mais je veux dire, en tout cas, si je m'intéresse à la croissance, voilà, eh bien, si je suis un pays en rattrapage, c'est pas la démocratie est bien en elle-même, mais elle n'est pas elle-même un facteur clé de croissance. Voilà, ce n'est pas indispensable à la croissance, puisque la démocratie, elle permet plusieurs choses. La démocratie permet d'abord de limiter la corruption. On l'a vu, je vous ai montré des corrélations entre corruption et liberté de la presse, par exemple. Vous avez vu le rôle des médias, que les médias peuvent jouer pour limiter la corruption. Bon, quand on est en économie de rattrapage, comme la concurrence n'est pas très importante, c'est moins important de limiter la corruption. Je ne dis pas qu'il faut... Je ne suis pas l'avocat de la corruption, mais je veux dire c'est moins crucial que voilà. Et d'ailleurs, je devrais vous faire un schéma, je l'avais enlevé, mais je me demande si je ne vous l'avais pas montré. Je crois que je vous avais montré en disant, voilà, je mettais des pays, mais je ne l'ai pas sur moi, donc je vais le dessiner plutôt que vous le mettre. Mais si on regarde, vous savez, les taux de croissance, je sais que plus j'ai par exemple, mon petit a, c'est la productivité du pays
sur la productivité des US, le PIB par tête du pays sur le PIB par tête de l'US. Quand le A est proche de 1, je suis au niveau US, si vous voulez. Quand le A est proche de 0, je suis très loin derrière US. Donc ça, c'est un niveau de développement. Et là, je regarde le taux de croissance moyen sur, par exemple, 1940, 2000, ou je ne sais pas moi, le taux de croissance moyen annuel. Et en général, on met des points. En général, on a un décroissant. Plus on est près de la frontière, plus le taux de croissance baisse. Parce que quand vous êtes très loin derrière, ben, vous rattrapez la technologie de pointe, vous avancez. J'allais dire, vous faites un grand bond en avant, mais ça, je ne le dis pas, puisque justement, c'est la catastrophe que ça a été. Donc, c'est le truc à ne pas utiliser. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux dessiner cette courbe en distinguant les pays à corruption élevée et les pays à corruption faible. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la corruption est faible, les pays à corruption faible, et je vous ai expliqué précédemment comment on construit les indices de corruption, dans les indices à corruption faible, eh bien dans les indices à corruption faible, ça fait à peu près comme ça, c'est-à-dire ça baisse, mais ça baisse en pente douce, quoi. Quand vous arrivez à A égale 1, vous êtes encore quand même à relativement de croissance. Si je suis dans les pays à corruption élevée, ça ne fait pas une grosse différence. Je ne vais pas dire que c'est mieux quand on est loin, je ne crois pas. On démarre à peu près pareil, mais alors là, on tombe, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes proche de 1 et que vous êtes encore à corruption élevée, là, c'est dramatique pour votre croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je fais les deux, le diagramme, je le fais séparément pour des pays corrompus et des pays pas corrompus. Eh bien, les pays corrompus, plus corrompus que la moyenne, dans l'indice de corruption dont je vous ai parlé la dernière fois, eh bien, quand je suis loin de la frontière, c'est-à-dire pour petit a proche de 0, eh bien, c'est pas très grave, entre là et là, je sais pas, c'est pareil peut-être, mais l'important, c'est que si vous voulez, quand je deviens proche de la frontière et que je suis encore corrompu, c'est dramatique, quoi. Parce que là, ça devenait important, parce que là, l'innovation, quand A devient proche de 1, l'innovation à la frontière devient le moteur de la croissance. Et quand je suis dans un pays avec corruption, c'est pas bon, parce que j'ai besoin d'entrer, l'innovation à la croissance, j'ai besoin d'entrer, j'ai besoin de destruction créatrice, j'ai besoin de tout ça. De la concurrence, on l'avait vu, la concurrence elle-même fait que j'innove à la frontière pour échapper à la concurrence. Toutes ces forces-là, elles sont importantes beaucoup plus quand je suis proche de la frontière. Donc, si vous voulez, eh bien, l'idée déjà, c'est de dire, ben, voyez, la démocratie, dans la mesure où la démocratie réduit la corruption, plus on est proche de la frontière, plus ça devient important pour la croissance d'avoir de la démocratie. D'accord? Voilà. Et ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est de dire la croissance par l'innovation, il faut de la recherche. Et il faut faire des grandes innovations. Et là, il y a tout un débat, et je vais reparler de la Chine, mais là, on a un débat avec Elie qui est présent, parce qu'il y a des contre-arguments, il y a des arguments des deux côtés, et c'est vraiment une recherche qui est balbutiante. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut... eh bien, on sait que la recherche fondamentale a besoin de liberté, il y a la liberté du chercheur, et évidemment, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut créer des îlots de liberté dans des pays totalitaires ? Ou est-ce qu'il faut que le pays lui-même soit libre pour qu'on ait vraiment une vraie liberté des chercheurs? C'est une vraie question. Et donc, c'est un autre argument. Ce n'est pas l'argument de la concurrence. C'est l'argument que pour faire des grandes choses, il faut, parce qu'on ne sait pas où on va. Vous voyez, c'est plus l'idée, quand je suis à la frontière, je ne sais pas où je vais encore. Je ne sais pas ce que je cherche. Moi, quand je suis chercheur, déjà, ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas de répondre aux questions, c'est de trouver les questions. Je ne sais pas sur quoi je vais chercher. Je ne peux pas écrire un contrat avec mon employeur qui me dit « je vais chercher sur ça et sur ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Je dois avoir une liberté de chercher sur ce que je veux, et alors je vais tomber sur des choses. Et ça, c'est la liberté, justement. Et qu'est-ce qui se passe dans un pays où il n'y a pas de liberté? Est-ce que je peux quand même avoir une liberté du chercheur? C'est un autre argument. Donc je vais parler des deux arguments. Je vais commencer par parler de l'argument de la concurrence. Alors là, c'est un travail avec Alesina, donc Alesina qui est quelqu'un qui fait beaucoup d'économie politique, Alberto Alesina, et Francesco Trebi, qui est le même Francesco Trebi, qui était notre étudiant à moi et à Alesina, et avec qui avait travaillé sur le lobbying récemment. D'accord? Et ce que nous faisons, eh bien, on sait que il y a des théories qui disent que la démocratie, c'est bien sur l'entrée, sur la redistribution, etc. Mais il y a des gens qui ont essayé de regarder de manière générale l'effet de la démocratie sur la croissance. Et en général, les études qui avaient été faites avant nous n'étaient pas concluantes. Voilà. Et nous, parce qu'il n'y avait pas l'idée que je vous ai donnée, là, notre idée à nous, c'est démocratie avec la proximité à la frontière technologique. Et c'est ça qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que, voilà, un des canaux, c'est la concurrence.
Et donc, c'est d'autant plus important pour la croissance d'avoir de la démocratie que je suis près de la frontière technologique, parce que j'ai besoin du coup de la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant nous, il n'y avait pas vraiment de théorie. Il y a Mulligan, Gilles, Salah et Martin. Salah et Martin est un collègue très amusant. Il est catalan. Et voilà, mais je ne vais pas raconter, puisque comme je suis filmé, je ne vais pas raconter la blague qu'il avait faite avec Juan Carlos, parce que c'est filmé, donc je ne la raconterai pas. Mais je suis intarissable, enfin, je veux dire, sur les blagues de mon collègue Salah Martin. Voilà, je ne ferai pas ça ici. Alors, démocratie, alors ils avaient simplement dit, je vais regarder la démocratie, comment c'est corrélé avec éducation, retraite, welfare state, État-providence, etc., et qui devrait normalement affecter la croissance. Et ils ne voient pas grand-chose. Voilà. Donc, ils font des régressions, mais vous voyez, ce que c'est de faire des régressions sans théorie, c'est que vous n'avez pas de... évidemment, quand vous n'avez pas de lunettes pour regarder le monde, vous ne voyez rien dans le monde, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. On a besoin de théorie. C'est vraiment un point de vue que je défends beaucoup, parce qu'il y a des économistes qui pensent qu'on peut se passer de la théorie pour faire de l'économie. Et moi, je n'y crois pas du tout. Je crois vraiment qu'on a besoin du dialogue entre la théorie et l'empirique. Vous allez voir, ça va être un débat qui va devenir très, très important, et j'ai des collègues qui ne pensent pas comme moi là-dessus. Et il y a une autre étude de Acemoglu, Johnson, Robinson. Donc c'est Acemoglu, Robinson avec un collègue qui s'appelle Johnson. Donc les trois premiers avaient écrit le Wine Nation. Non, eux avaient fait le Wine Nation, mais eux avaient écrit un papier sur les Colonial Origins et Yared. Et ils regardent, une fois qu'on contrôle pour les pays, les effets de pays, eh bien, on ne voit pas vraiment de corrélation entre démocratie et croissance. Donc, eux aussi, ils essaient de régresser croissance sur démocratie, et une fois qu'on contrôle pour les caractéristiques des pays, eh bien, ils ne voient pas d'effet. Donc, eux disent, la démocratie, c'est peut-être bien ou pas bien en soi, mais ça n'a rien à voir avec la croissance. En gros, ces deux études qui ont été très influentes disent, en gros, la démocratie, c'est bien en soi, quoi. C'est sympa dans un pays où on est libre, mais ça n'a rien à voir, c'est orthogonal à la croissance. D'accord ? Et moi, je soutiens que ce n'est pas orthogonal à la croissance. Simplement, au lieu de eux, ils ont fait une régression où ils ont dit, ils ont régressé la croissance sur alpha 0 plus alpha 1 démocratie, si vous voulez. Et moi, je régresse la croissance sur alpha 0 plus alpha 1 dem plus alpha 2 dem interagit avec le A, avec le fameux A. Vous voyez ce que je veux dire? Le A qui est ce qui est là. D'accord? Première fois qu'on court sur ce TED. Voilà. Donc, vous voyez la différence? Et parce que j'ai une théorie derrière. Vous voyez l'importance de la théorie? J'ai une théorie qui me dit ça. Parce que j'ai une théorie qui me dit que la concurrence, ça a à voir... Vous vous souvenez quand j'ai montré que la concurrence, les firmes proches de la frontière, elles innovent plus en réponse à la concurrence, et les firmes loin de la frontière innovent moins. C'est parce que j'ai cette théorie derrière moi que j'ai fait cette régression. Elle a l'air toute bête, cette différence. Mais c'est que derrière, il y a 10 ans de travail théorique pour avoir un truc qui est comme ça et pas comme ça. Vous comprenez l'économie, comment ça marche? Je dois, pour avoir un truc tout bête comme ça, passer 10 ans. Voilà. Vous voyez, c'est terrible, hein, il vaut mieux faire autre chose. Je ne veux pas parler de mon papa qui me dit « mais quelle idée, moi j'ai une vie sympa et tout ». Alors, Persone Tabellini explore des aspects de transition entre dictatorship et démocratie. Ça, j'en parlerai la fois prochaine. Mais nous, ce qu'on fait dans ce papier, c'est qu'on dit, eh bien, d'abord, il faut regarder, pas au niveau pays, mais il faut regarder à l'intérieur des secteurs, il faut regarder à un niveau plus micro, et puis il faut interagir, eh bien, la démocratie avec le développement technologique, avec à quel point vous êtes proche de la frontière technologique dans votre domaine, et on le fait au niveau sectoriel. Voilà. Et donc, eh bien, ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est que la démocratie, donc là, on regarde vraiment l'aspect concurrence notamment, mais on dit que la démocratie, ça aide l'entrée, parce que ça rend plus difficile pour des firmes en place de faire pression sur les politiciens pour empêcher l'entrée. Donc ça, je n'ai pas besoin de faire un dessin, on a fait le OK. Et l'entrée et la concurrence, généralement, sont plus importants pour l'innovation, pour la croissance, quand vous êtes plus avancé, quoi. Et ça, c'est mon papier, c'est dont je vous en ai parlé 10 fois, c'est les firmes avancées qui réagissent positivement à la concurrence, les firmes pas avancées qui réagissent pas positivement. Voilà. Donc lui c'est un prix Nobel ou l'an prochain ou dans 2 ans, à mon avis. Voilà. Vous savez, je vous en mets des plus sûrs, parce que je ne vais pas vous en mettre que des Québécois maintenant. Je vous en mets des futurs. Bah écoutez, hein, c'est ça, hein.
Voilà, c'est comme les courses de chevaux, il faut parier. Vous voyez, je prends vos paris, là. Hein, voilà. Alors, les données sectorielles sur la productivité et l'emploi sont de l'UNIDO. On regarde 180 pays et on regarde les secteurs dans les pays. Vous voyez, donc on va à un niveau plus désagrégé. On ne regarde pas simplement en moyenne les pays, on regarde des secteurs dans des pays. D'accord ? Et on prend toute la période 64-2003, donc 40 ans divisé en sous-périodes de 5 ans. Et donc, là, ne vous embêtez pas avec ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, ça sort avec des fleurs. Vous savez, ça m'est arrivé une fois de donner un séminaire à Chicago et je n'avais que des équations et c'est sorti en fleurs. C'était dramatique ce jour-là. Je me suis mis à détester les fleurs, mais pas longtemps. J'adore les fleurs quand même, hein. Mais pas ce jour-là. Je me serais passé des fleurs. La démocratie, comment je la mesure? Je la mesure de différentes façons. Il y a l'indicateur politifort, qui est un score où on est au minimum, on est autocratique, au maximum, on est démocratique. Il y a un indicateur de droit civil, c'est-à-dire qui veut dire est-ce qu'on a liberté de parole, règles de droit, droit de croyance, les droits de s'organiser, etc. Et puis les droits politiques, le processus électoral, le pluralisme politique, la participation. Donc il y a comme ça un certain nombre de manières de mesurer la démocratie. Et ça, je les prends, c'est très classique, il y a plein de papiers qui font ça. Voilà, et je les prends de là-bas. Alors après, mesurer le A. Le A, alors comment je mesure le A? Je mesure le A, eh bien la valeur ajoutée par employé de mon secteur, divisé par le maximum de tous les secteurs, dans ce secteur de tous les pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, je suis dans le secteur des machines à laver, et je fais des machines à laver en Lituanie, et je regarde la productivité de faire des machines à laver en Lituanie, divisée par la productivité de faire des machines à laver dans le pays où on est le mieux pour faire des machines à laver. D'accord? OK? Ça, c'est mon A, machine à laver. Vous voyez, j'ai des A pour chaque secteur. Vous comprenez? D'accord? Et donc, ou bien je regarde simplement le PIB par travailleur du secteur dans mon pays, divisé par le maximum des PIB par travailleur du secteur correspondant, là où c'est le plus performant dans le monde. Voilà. D'accord? Et donc, voilà. Et donc, la première chose, c'est que si je commence à agréger eh bien, la croissance sur la démocratie, il n'y a rien du tout. Il y a un petit peu emploi, mais la croissance, tout ce qui est croissance, vous voyez, ça ne sort pas. Donc je retrouve des résultats comme Mulligan, Salai Martin, et comme Acemoglu, Johnson, Robinson, Yared, c'est-à-dire que si je régresse croissance sur démocratie, rien ne sort, il n'y a pas d'étoile, d'accord? OK? Ne vaut pas le détour, c'est comme le guide Michelin, hein, ne mérite même pas un détour, voilà. Tandis que ça va valoir le voyage avec ce que je vais vous montrer là. Voilà. Donc, par contre, maintenant, alors, je le fais par sectoriel maintenant. Sectoriel, je vois un petit peu d'effet sectoriel sur les droits politiques quand même, un petit peu. Je vois quand même que liberté politique, droit civil joue un peu sur la croissance au niveau sectoriel. Donc ça, c'est quand même un petit peu mieux. Donc déjà, ce qu'on montre, c'est qu'en allant du niveau pays au niveau sectoriel, il y a quand même quelque chose qui apparaît. Quand même, vous voyez, un petit peu. Mais là où ça va être intéressant, c'est quand je vais vraiment montrer les résultats de cette régression-là, d'accord? Et les résultats de cette régression-là, c'est quand j'ai l'interaction entre distance à la frontière. Alors la distance à la frontière, c'est l'inverse du A, c'est 1 moins A. Si vous voulez, quand 1 moins A égale 1, ça veut dire que je suis loin de la frontière technologique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La distance à la frontière, la distance à la frontière, c'est 1 moins A. Donc quand cette distance est 1, vous êtes à A égale 0, vous êtes là, tout à gauche, quoi. Et quand la distance est 0, vous êtes à la frontière. Est-ce que c'est clair? D'accord? Bon. Eh bien, donc c'est l'inverse du A, si vous voulez. Donc quand je mets le A, là, je regardais la mesure inverse de distance à la frontière. Donc moi, ici, ma prédiction, c'est que le alpha 2 devrait être très positif. C'est ça, moi, ma prédiction. Alors évidemment, si je mets au lieu du A la distance à la frontière, je devrais trouver quelque chose de très négatif, puisque c'est le négatif du A. D'accord? Eh bien, c'est exactement ce que je trouve. Vous voyez, regardez, les droits politiques interagissent avec distance à la frontière. Plus mon secteur est loin de la frontière, moins c'est important d'avoir des droits politiques dans le pays. Plus mon secteur est loin de la frontière, moins c'est important d'avoir du politifort, c'est-à-dire d'avoir de la démocratie par rapport à de l'autocratie, ou moins c'est important d'avoir des libertés civiques. Donc je prends n'importe quelle mesure de démocratie, plus mon secteur est loin de la frontière, moins c'est important pour la croissance de ce secteur d'avoir sa démocratie-là. D'accord?
Alors, on peut dire quel est le mécanisme, et nous, le mécanisme qu'on met en évidence, c'est l'entrée. Donc d'abord, l'entrée, elle est vraiment reliée à ces mesures-là. On regarde, on a des données sur les... Alors nous, on mesure l'entrée par la facilité de créer une entreprise. Je vous en ai parlé tout à l'heure de cette mesure. Combien de procédures pour créer? Donc plus il faut des procédures, moins il y a de l'entrée, d'accord? C'est une mesure de barrière à l'entrée, le nombre de procédures. Donc normalement, eh bien, si je devrais avoir plus facilement de l'entrée, quand j'ai davantage de contrôle de l'exécutif, quand le pouvoir législatif est effectif, etc., etc. D'accord? Par contre, au contraire, quand je suis plus autocratique, je devrais avoir eh bien, moins d'entrées. Et c'est exactement ce que je trouve là. Quand je régresse l'entrée, le nombre de procédures sur toutes les variables, eh bien, je trouve que tout ce qui va dans le sens de plus de démocratie et de contre-pouvoir, ça augmente l'entrée. Ça réduit le nombre de procédures, si vous voulez, et l'autocratie augmente le nombre de procédures, donc réduit l'entrée. D'accord? Donc maintenant que je sais qu'il y a cet effet des différents indicateurs de liberté sur l'entrée, je vais refaire la régression d'avant et je vais mettre l'entrée. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que quand je vais quand je contrôle pour le nombre de procédures, donc j'ai toujours, vous voyez, plus je suis loin de la frontière, moins c'est gênant d'avoir plus de procédures, vous voyez, donc ça on l'a ici, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je contrôle, vous voyez, quand je contrôle pour l'interaction entre droit politique et distance à la frontière, vous voyez que l'entrée devient non significatif. Vous voyez, c'est intéressant. Ou quand je contrôle pour distance à la frontière avec liberté civique. C'est-à-dire que l'entrée est un canal, mais si je vais directement, en fait, si je fais en deux fois, là, j'ai régressé j'aurais dû régresser sur entrée et entrée sur démocratie. Mais si je vais directement sur démocratie, voilà, ça absorbe l'effet sur l'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'effet indépendant de l'entrée. C'est la démocratie qui affecte l'entrée et l'entrée interagit avec la distance à la frontière. C'est ça l'histoire ici voilà. C'est ça l'idée, c'est ça qui ressort de ces régressions. Oui? J'y arrive à la Chine. Non, mais vous allez faire le cours, mais vous savez que vous êtes incroyable. Mais là, avec vous, il n'y a pas de machine learning. Hein. Vous battez la machine. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous me prédisez maintenant. Je deviens presque ennuyeux, je deviens prévisible. Voilà. Donc je dis positif. Donc effet important de la démocratie sur la croissance, d'accord, mais surtout quand on est près de la frontière et l'entrée est un canal important. Alors il y a un autre canal qui est la liberté d'innover. Et là, c'est un débat, et là je vais vous montrer vraiment quelque chose que je ne fais jamais, c'est de montrer une recherche qui n'est même pas encore une recherche. C'est vraiment, on a commencé à travailler là-dessus il y a 2 semaines. Vous voyez, donc ça va nous prendre des années à faire cette recherche. Vous aurez vu les 2 premières semaines de cette recherche, d'accord? Je suis sans filet, là, hein, mais je ne résiste pas à vous montrer. Voilà. Donc, et c'est un gros débat que je veux avoir là, parce que, en fait, je montre quelque chose là, mais donc c'est une recherche en train qu'on démarre à peine avec Céline Antonin, qui est à l'OFCE, Juliette Colli, qui était ENS Lyon, qui passe l'année à Stanford, Gérard Rolland, qui est professeur. Gérard Rolland, il a une extraordinaire histoire. Il était maoïste et il est devenu bon économiste mainstream, comme on dit, prof à Berkeley, quoi. Et il a eu un premier mariage avec une femme et il était dans un mouvement maoïste très sectaire et il a été exclu du parti et de sa chambre le même jour. Et après, il a dit une autre femme, d'un parti maoïste moins sectaire, voilà, et qu'il a mis dans les... Voilà. Et qui après est devenu, enfin évolué et tout, mais il était quand même, oui, c'est comme on était, pendant 1 an, il a conduit des tramways, pendant 1 an, il a été docker, vous voyez, c'était à l'époque comme l'établi de Linhart, quoi, vous voyez, c'est la même chose, et 1 an, il est prof à Berkeley, etc. Bon, anyway, c'est intéressant les parcours. Et David Stromberg, il est à l'université de Stockholm, voilà. Donc d'abord, il y a une chose intéressante, si vous voulez, sur la Chine. La Chine est un pays qui fait un énorme effort d'innovation. Quand vous parlez à des Chinois, des dirigeants même chinois, moi j'étais en 2014, j'étais il y a 5 ans en Chine avec justement les Suédois et Daron Acemoglu, etc. Et si vous voulez,
eux nous disaient, nous, notre préoccupation, c'est on croit dans votre théorie de la frontière. Voilà, il m'avait dit ça. Et on a rencontré même le Premier ministre, Li Keqiang, mais on rencontrait des dirigeants, ils nous disaient, on croit dans votre affaire. Nous, on a été super à rattraper. Maintenant, on se rapproche de la frontière. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir croître à la frontière? Donc, ils sont conscients de ce problème-là. D'accord? Et quelque part, un petit peu, le débat, je vais caricaturer parce que je veux rendre ça un peu marrant, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Un petit peu, le débat était de dire, bon, moi, évidemment, nous, on pense qu'il y a des politiques comme la concurrence, la possibilité de faire de la basic research et tout ça, c'est quand même important. Alors peut-être que vous avez un moyen de le garantir. Donc si vous avez un moyen, vous n'avez pas forcément besoin de faire de la décalcomanie sur le système occidental. Vous pouvez trouver votre manière à vous de le faire, mais ces trucs-là ont l'air importants. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Donner de l'argent à la recherche aussi, c'est important. Peut-être qu'ils peuvent décider de faire un peu moins de concurrence, un peu moins de liberté, mais ils donnent tellement d'argent à la recherche par rapport à nous, où les chercheurs meurent de faim. Vous ne voyez pas, mais je mets beaucoup de couches de vêtements, mais il n'y a que des os là-dessous. Non, mais que par rapport à nous, si vous voulez, où on a peut-être des libertés, mais nous, on sous-finance la recherche, vous voyez. Et donc, ils disent peut-être qu'on peut... Donc, il y a un peu un débat, ils veulent y arriver, ils savent qu'il y a des choses. Alors, un peu, Daron Acemoglu, là-bas, lui disait, disband de Communist Party, sinon vous êtes foutus, quoi. En gros, c'était un peu ça, quoi. Donc, démanteler le Parti communiste, sinon, c'est la fin. Vous ne pouvez rien faire, voilà. J'étais un peu plus nuancé, je pense, en disant, écoutez, ne le démantelez pas tout de suite nécessairement, mais... Et vous voyez ce qui marche, quoi. Peut-être que vous avez un autre moyen d'avoir une séparation des pouvoirs. Peut-être qu'entre le parti et le gouvernement, il y a une espèce de séparation des pouvoirs. Il y a aussi ils ont la sélectocratie chez eux. C'est pas Kim Il-sung, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même, mais en ce moment, c'est pas terrible. Mais ils ont des systèmes de sélectocratie, donc ils ont leurs moyens à eux. Moi, je ne veux pas me mêler en disant il n'y a que cette manière-là de faire. Mais si vous arrivez à trouver un autre moyen pour qu'il y ait des chercheurs assez libres, pour qu'il y ait de la concurrence, pour que ci, pour que ça, ben welcome, quoi, tu vois, je veux dire, donc allez-y, et voilà. Et c'était un petit peu ça ma ligne à moi, donc je n'ai pas... Mais ils sont soucieux, ils sont conscients du problème. Voilà, et donc voilà, et ils sont conscients de ce problème-là. Voilà, alors je voulais simplement montrer que simplement une chose intéressante. Vous voyez, là, j'ai représenté à gauche, vous voyez, en disant que plus un pays est proche de la frontière, plus un secteur est proche de la frontière, plus le taux de croissance est faible en général. D'accord, ça c'est vrai, parce que, et là j'ai montré high corruption, corruption élevée, corruption faible. D'accord, et... Disons que c'est vrai au niveau des firmes, c'est-à-dire que je peux regarder, là j'ai le A en abscisse et j'ai la croissance de la productivité en ordonnée. Et là je regarde à Taïwan, les firmes en bleu, c'est des firmes qui ne font pas de R&D, qui ne reçoivent pas de subventions d'R&D. Les firmes en rouge reçoivent des subventions d'R&D. Et vous voyez ce qu'arrivent à faire les subventions à R&D, c'est qu'elles arrivent elles arrivent à limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'on sait toujours que la croissance va baisser quand je me rapproche de la frontière, mais là où il y a subvention R&D à Taïwan, ils arrivent à corriger quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est efficace, parce qu'elle va dans les bons endroits. Alors qu'en Chine, si vous voulez, vous ne pouvez pas distinguer les firmes qui en reçoivent et les firmes qui n'en reçoivent pas. Donc c'est évident que la Chine est moins efficace dans l'allocation de ces fonds de R&D que Taïwan l'est. Mais maintenant, la Chine a tellement d'argent que peut-être même s'ils en jettent au panier 50%, c'est déjà 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que le fait qu'il y ait plus de liberté politique ou que Taïwan ait un système différent, je ne sais pas comment, fait que ça se voit en tout cas sur la mise allocation des fonds de R&D. Il semble y en avoir plus en Chine qu'à Taïwan, mais voilà, ça c'est intéressant en soi. Alors, j'ai regardé, on commence à regarder des données sur les brevets. Mais là, à nouveau, c'est intéressant parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir, bon, OK, ils font beaucoup de brevets, mais est-ce que c'est des bons brevets? Et est-ce que c'est des brevets importants? Maintenant, peut-être que ce n'est pas crucial qu'ils ne fassent pas des brevets si importants. Peut-être qu'ils en font tellement que, de toute façon, il suffit d'en faire un certain nombre pour passer la barre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des moyens
de regarder la valeur d'un brevet, c'est de regarder à quel point on est cité par les autres. Si je suis seulement cité par ma mère ou ma sœur, ce n'est pas génial. Si je suis cité par un concurrent ou quelqu'un d'autre, ça a plus de valeur. Donc, par exemple, si vous regardez la proportion des citations des brevets américains qui ne sont en dehors des États-Unis, ça augmente au cours du temps. Vous voyez, les brevets américains, au cours du temps, tendent à être de plus en plus cités ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je regarde ça pour la Chine, vous voyez, je tombe. Voyez, donc, alors pourquoi ça tombe? Parce que maintenant, les Chinois sont mis à exploser en nombre de brevets. Mais ils en font plein qu'eux-mêmes seulement citent. Enfin, non, la Chine, c'est grand. Évidemment, si je suis à Pékin, je suis cité à l'autre bout de la Chine, c'est quand même valable. Mais voilà, si je regarde la proportion des brevets chinois cités hors de Chine, eh bien, cette proportion chute. Parce qu'en fait, les brevets ont explosé en Chine, mais c'est beaucoup de brevets chinois qui citent des brevets chinois. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, ils en font quand même beaucoup, hein. Donc voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, vous voyez, ça c'est l'explosion du nombre de citations de brevets chinois au total. Alors à la fin, ça descend toujours parce qu'il y a des effets de troncation. Évidemment, des trucs très récents sont trop récents pour être cités. Donc quand ça retombe là, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est ça. Donc c'est qu'en fait, c'est évident que le nombre de citations de brevets chinois, comme les brevets explosent, les citations aussi grandissent beaucoup, mais c'est beaucoup des citations chinoises. Et d'ailleurs, pour le montrer davantage, on peut le regarder là. Voilà l'origine des citations des brevets chinois. Vous voyez que ce qui a vraiment explosé dans la période récente, c'est les citations de brevets chinois par la Chine. Pas tellement par l'étranger. L'étranger, alors, effectivement, c'est des ratios. Donc, si vous voulez, ça, c'est le nombre total. Donc, le nombre total, il est plus ou moins le même. Mais c'est surtout les citations émanant de la Chine à des brevets chinois qui ont explosé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, alors, il y a autre chose qui est intéressante. C'est que si on regarde le nombre de brevets chinois dans différents quantiles, alors évidemment, il y a une explosion de brevets, mais c'est surtout des brevets peu cités. Vous voyez le bleu qui est là. Ça n'explose pas moins dans les autres. C'est vraiment ça qui explose, d'accord? Des brevets très peu cités. Alors après, je peux dire, voilà, là j'exclus, je regarde que le top 50%. Donc ça augmente quand même. Mais ce qui augmente, vous voyez, ce n'est pas le top. Ça, c'est le nombre de brevets chinois dans le top 50% cités par d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant. Ils augmentent, vous voyez? Mais ils augmentent. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai la proportion de brevets chinois cités dans le top 50. Quelle est la proportion de brevets chinois qui sont cités ailleurs qu'en Chine? Et je regarde par top, vous voyez, donc en bas, c'est les moins cités par les plus cités. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2002 et 2012, quand vous regardez le top 50% en termes de citations par le monde des brevets chinois, eh bien, vous voyez que la fraction citée hors de Chine, elle baisse beaucoup, vous voyez, parce qu'en fait, vous avez une explosion de brevets qui, eux, ne sont pas tellement cités et qui ne sont pas tellement cités ailleurs. Mais en même temps, en nombre absolu, les Chinois ont augmenté le nombre de brevets. Donc peut-être c'est suffisant, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour mettre en œuvre une technologie, ce qui compte, ce n'est pas la proportion, c'est le nombre absolu de brevets. Et là, ils augmentent. Mais en proportion, ils augmentent moins. Parce que si je regarde le truc équivalent pour les États-Unis, vous voyez, ça baisse aussi aux États-Unis. Là, j'exclus les citations américaines. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus haut que les Chinois. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, si vous voulez, les Chinois, explosion de brevets, mais c'est surtout des brevets cités en Chine, moins des brevets cités. Mais comme le nombre augmente tellement, peut-être que le nombre lui-même est suffisant pour mettre la Chine quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a tout ce débat. Peut-être que sur la 5G, on a ce débat avec Elie sur la 5G, peut-être que la Chine se met à faire plein d'innovations incrémentales qui lui a permis d'avoir le lead en 5G ou dans d'autres domaines, et que c'est le nombre qui compte et pas tellement la fraction des innovations qui sont top ou qui ne sont pas top. Et donc voilà, et nous on continue de voir. Mais moi il y a quand même l'idée que pour faire des choses, beaucoup d'innovations à la frontière et utilisées par d'autres, la liberté est un élément quand même important. Et toute la question en Chine, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent, par exemple, créer des îlots de liberté en disant, voilà, vous êtes des chercheurs, vous allez habiter comme Novosibirsk, comme en Union soviétique, ils voulaient que ce soit Novosibirsk, on crée un endroit où vous êtes entre vous, vous pouvez vous raconter toutes les bêtises que vous voulez, mais vous n'interagissez pas avec le reste de la société chinoise, et ça devrait suffire.
dire. Ou autre chose, les Chinois peuvent dire, ben nous, on n'a pas la liberté chez nous, mais on envoie des gens étudier aux États-Unis, où là, il y a de la liberté. Et après, ils reviennent avec les technologies, et voilà, et ils vont, et on profite de la liberté ailleurs. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Et là, on est vraiment au début de cette recherche. Mais je crois que c'est une recherche passionnante, parce que ça vous dit, voilà, la liberté, c'est important, jusqu'où c'est important, et jusqu'où la Chine peut se débrouiller sans chez elle, en créant des îlots par le nombre, ou bien en envoyant des gens dans les universités américaines et en les ramenant avec des contrats attrayants, etc. Et que quand même, avec ça, c'est suffisant pour eux eh bien, de franchir différents obstacles technologiques. Voilà. Donc voilà ce que je voulais montrer. Ça, c'est simplement pour vous motiver la question sur la Chine, mais pour le moment, je n'ai rien d'autre à dire sur la Chine. Et donc, j'ai 20 minutes maintenant pour parler de la dernière partie, et je suis en retard maintenant, en fait, en voulant être obsédé. Je voulais parler de recherche, si vous voulez, qui suggère que la décentralisation, c'est important, basée sur des entreprises, au niveau des entreprises. Alors, je vais juste parler de ça, et je continuerai la prochaine fois. Donc là, je vais parler de décentralisation au sein de l'entreprise. Et alors, la théorie est très basée sur un travail que j'ai fait avec Jean Tirole, et d'un article du Journal Political Economy 97. Voilà. Et donc, l'idée est la suivante. Ça s'appelle autorité réelle, autorité formelle dans les organisations. D'accord ? Et l'idée, c'est un peu une théorie de la décentralisation optimale de la décision. Et l'idée, je vais prendre un exemple, je ne sais pas qui je vais prendre comme victime, je vais prendre Emma comme victime. Peut-être je prendrai Elie après, mais je prendrai Emma donc, comme victime. Donc, Emma et Elie. Alors, Emma est principale, Elie est agent, d'accord ? Et Emma voudrait en fait déléguer de l'action à Elie. Vrai que, voilà. Mais la prise de décision nécessite de l'information. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre et il faut être informé pour la prendre. Voilà. Si on n'est pas informé, c'est très dangereux d'agir. Il vaut mieux ne rien faire. Emma, qui est le patron, peut vouloir chercher l'information elle-même. Ou bien elles peuvent se reposer sur l'information acquise par l'agent. Donc, elle a le choix entre l'un et l'autre. D'accord ? Maintenant, Emma peut décider elle-même. Elle peut dire « moi, je décide ». Ou elle peut déléguer l'autorité de décider à l'agent. D'accord ? Et l'autorité formelle, c'est le droit de contrôle. C'est contractuel. Elle peut dire dans un contrat, elle peut le faire de manière explicite. Elle peut dire « voilà, c'est Elie qui a le droit de décider ». D'accord ? Mais elle peut aussi s'arranger pour avoir d'autres choses à faire et qu'en fait, de facto, c'est Elie qui décide. Voilà. Bon, je ne veux pas parler trop de ça. Alors, la centralisation, c'est quand le principal a l'autorité formelle, le dernier mot, et la décentralisation, c'est quand l'agent a le dernier mot. D'accord ? Alors, quel est l'avantage de la décentralisation ? L'avantage de la décentralisation, c'est qu'il se peut que mon agent, pensez par exemple à une holding avec plein de filiales, d'accord ? Et pensez que vous êtes à la tête de la holding et puis vous avez des gens à la tête des filiales. Les gens à la tête de chaque filiale, il connaît mieux son marché, il a l'information. Donc décentraliser, c'est quand même pas mal parce que l'agent qui là serait le directeur de la filiale, il connaît son marché local, quoi. Il a l'information en première main, quoi. Et moi, ça me prend trop de temps, quoi. Moi, je ne peux pas tout faire. Les journées n'ont que 24 heures. Je ne peux pas donner de la tête partout. Je peux pas, voilà. Et c'est quand même pas mal de pouvoir déléguer. L'inconvénient de la décentralisation, c'est que mon agent peut prendre des décisions qui ne sont pas congruentes avec ce qui est dans l'intérêt de la firme. Il peut poursuivre ses intérêts à lui. Donc, il y a un arbitrage entre, d'un côté, la perte de contrôle si je délègue au chef d'une filiale, mais d'un autre côté, si je lui délègue, je lui laisse plus d'initiatives. Il va prendre des initiatives. Il va essayer même d'acquérir plus d'informations. Il va agir mieux. Il va innover. Et bien, sur l'innovation, c'est la même chose. Je peux décider, que moi, je décide de tout, ou bien je peux dire, je laisse la firme elle-même décider. Et l'idée, c'est que quoi ? C'est que, là, j'ai mis démocratie. Eh bien, au lieu de mettre G, je mets innovation. Voilà, regardez, je mets innove. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein ? Là, voilà. Et là, je mets, vous voyez, j'ai plus qu'à changer une lettre. Décentralisation, vous voyez ? Et je fais ça. Et l'idée, c'est que plus ma firme, elle est frontière, plus c'est l'innovation frontière qui compte, plus c'est important de décentraliser parce que seul le type sur le marché, il sait ce qu'il faut faire, quoi. Il est sur place, quoi. Vous voyez ? C'est cette idée-là qu'on a essayé de tester. Mais au lieu de la tester sur des États, on a regardé la décentralisation des firmes. Vous voyez ? Et donc ça, donc la décentralisation va dominer typiquement quand évidemment, j'ai cet arbitrage entre perte de contrôle et initiative. La perte de contrôle, c'est que j'ai peur que mon agent fasse quelque chose que je ne voulais pas qu'il fasse. Donc si on est très congruent,
Et s'il y a beaucoup de confiance entre nous, ce n'est pas grave, parce que je sais qu'il va faire ce que je veux. Il y a des mesures de confiance. J'ai mes copains Bloom, Van Reenen et co-auteurs qui ont fait des énormes surveys d'entreprises dans tout le monde entier et qui ont des indices de confiance. On sait qu'on peut mesurer le degré de confiance. Il y a eu des enquêtes qui mesurent le degré de confiance. Donc quand la confiance est grande, là je peux déléguer, il n'y a pas de problème. D'accord. Quand l'avantage informationnel de l'agent est suffisamment grand a priori, là aussi c'est un cas où je suis prêt à laisser le contrôle. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, vous voyez que moi j'ai une holding énorme avec plein de filiales, ben là je vais tendance à déléguer plus parce que sinon je vais faire des bêtises, quoi. Vous voyez, j'ai trop de trucs à faire, donc je vais tendre à déléguer davantage. Quand l'environnement est plus incertain ou volatile ou nouveau, là aussi, je veux déléguer plus parce qu'il y a peut-être une urgence de la décision. Il faut agir vite. Si tout remonte au sommet, c'est comme pour mon billet d'avion pour aller en Argentine, je crois que je ne vais jamais le recevoir parce que tout remonte au gouvernement. C'est le gouverneur de Tucumán qui doit décider si je vais pouvoir partir ou pas. Et évidemment qu'il a d'autres chats à fouetter que moi. Et voilà. Mais si ça avait été le président de l'université de Tucumán, lui, ça aurait été fait depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quand l'environnement est plus volatile, plus incertain et qu'il y a une urgence de la décision, eh bien là, il y a un intérêt à déléguer. Eh bien, donc là, on a regardé ça dans différents environnements. J'ai d'abord regardé dans un papier avec Acemoglu et le large Van Reenen Ziliboty, eh bien, l'adoption de nouvelles technologies. Donc l'agent est informé sur l'importance de la technologie. Le principal, il apprend, il peut savoir par d'autres expériences. Et ce qu'on montre, c'est la chose intéressante, c'est que d'où vient l'information du principal? L'agent, il peut être informé, il est informé directement parce qu'il est sur le marché. Mais le principal peut être informé parce qu'il y a d'autres firmes concurrentes qui ont des expériences semblables à la sienne. Et ce qu'on montre, c'est très intéressant, c'est que d'abord, eh bien, quand on est dans un environnement plus volatile ou hétérogène, c'est-à-dire où les choses changent au cours du temps, ou bien elles changent beaucoup d'une entreprise à l'autre, je peux moins me reposer sur l'expérience des autres ou sur l'expérience du passé. Et à ce moment-là, je vais déléguer plus. Donc ça, on montre ça. Si je suis dans un environnement plus volatile, plus nouveau, eh bien, je vais davantage déléguer. D'accord? Et la deuxième chose que je montre, et ça, c'est relié à cette régression, plus je suis près de la frontière technologique, et donc ça veut dire que moins je peux apprendre des autres, parce que je confronte des problèmes auxquels les autres n'ont pas été confrontés, plus la décentralisation est bonne pour la croissance. D'accord? Et plus je suis une firme jeune, et donc qui a moins à apprendre du passé, puisqu'elle est jeune, il y a moins de... Voilà, elle arrive, elle a moins à apprendre de son expérience, en tout cas. Et bien, plus elle a tendance à déléguer. Donc, on a des données françaises et britanniques, vous voyez, les Anglais et les Français, on se met d'accord, les enquêtes emploi, qui se mettent d'accord avec les Workplace Employee Relations Survey, vous voyez, on arrive à travailler ensemble quand même. Hein. Et alors, on a des mesures de décentralisation. Une mesure de décentralisation, c'est est-ce que j'organise ma firme avec des centres de profit. Vous savez qu'il y a différentes façons d'organiser les entreprises. L'une, c'est de dire, toute la R&D est faite là, tout le marketing est fait là, d'accord? On appelle ça une forme unitarienne, quoi, U-form en anglais. Et puis, il y a une manière d'organiser différemment, c'est par produit. Par exemple, vous voyez, pendant le luxe, je fais des parfums, des robes, des machins, vous voyez mon biais, et chaque produit a un manager, vous voyez ce que je veux dire? Et là, évidemment, il a plus d'autonomie parce que lui fait la R&D, le marketing, la production dans son produit. Donc déjà, une mesure de décentralisation. Est-ce que j'ai tendance à davantage organiser en profit centers ou de manière très centralisée tout? Deuxièmement, il y a des enquêtes. Est-ce que vous déléguez ou pas? Et une autre manière, c'est de dire j'enlève les gens intermédiaires. Vous savez, j'ai en général, quand vous avez une entreprise qui est comme ça, hiérarchique, avec le principal, puis là, il y a des gens au milieu, puis là, vous avez comme ça, et vous comparez à une entreprise qui est comme ça, eh bien, c'est évident que là, vous déléguez moins à ces gens-là, parce que ces gens-là vont embêter ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, cette personne-là, s'il a directement sous lui ce qu'on appelle un span of control, c'est-à-dire le nombre de personnes que directement vous contrôlez, qui est beaucoup plus grand, s'il a un nombre d'activités beaucoup plus grand directement sous son contrôle, c'est évident qu'il a moins de temps à passer sur chaque. Donc, de fait, il délègue plus de pouvoir à ces gens-là. Vous comprenez le raisonnement? Quand vous avez des firmes plus plates, de fait, vous déléguez beaucoup plus en bas. Donc, une autre mesure, c'est le delayering. C'est dans la mesure en laquelle on a enlevé les échelons intermédiaires pour avoir des organisations plus plates. D'accord? Et bien, ce qui est intéressant,
c'est qu'on montre, donc je montre la chose suivante, c'est que dans les secteurs, donc déjà je regarde que plus l'hétérogénéité entre firmes augmente, donc l'hétérogénéité c'est aussi l'hétérogénéité de produits ou l'hétérogénéité de taux de croissance, l'hétérogénéité d'expérience entre entreprises, plus elle est grande, plus je tends à avoir une fraction plus grande des entreprises dans le secteur concerné qui décentralisent, d'accord? Ça veut dire que j'ai moins à prendre, d'accord? Donc, des autres. Plus je suis proche de la frontière technologique, plus quand même dans l'ensemble j'ai tendance, mais je vais vous le montrer avec des régressions, j'ai tendance à décentraliser en centre de profit. Plus je suis jeune, plus j'ai tendance à décentraliser, d'accord? Et je regarde les régressions, et les régressions, elles vous disent en tout cas que l'hétérogénéité joue un rôle important. Plus j'ai dans un secteur hétérogène où les autres firmes sont différentes de moi, plus j'ai tendance à décentraliser. Plus je suis proche de la frontière technologique, c'est là, eh bien, plus j'ai tendance à décentraliser, d'accord? Et plus c'est bon pour ma tendance à décentraliser, d'accord? Et plus je suis une firme jeune, plus j'ai tendance à décentraliser. Vous voyez, parce qu'en fait, je suis plus performant de cette manière-là. Et on regarde après les effets sur la performance. Vous voyez, donc c'est intéressant, parce que si vous voulez, ça veut dire que, là on regarde au niveau des entreprises, mais ça vous donne quand même l'idée que la décentralisation vous permet davantage d'innover, davantage d'affronter une situation nouvelle. Nouvelle parce que vous êtes jeune, nouvelle parce que vous êtes dans un secteur hétérogène où vous ne pouvez pas tellement apprendre des autres, nouvelle parce que vous êtes proche de la frontière technologique, eh bien la décentralisation devient plus importante, voilà. Et donc voilà. Donc là, je regarde une autre étude qui est faite récemment. C'est de dire, voilà, est-ce que dans les périodes de grande récession, il faut centraliser ou décentraliser? Mais là, il y a deux visions. Et c'est marrant, les deux, Economist Intelligence Unit parlent des deux. L'une dit, pour la centralisation, firms should be centralizing their decision making. Donc, quand ça va mal, il faut serrer les rangs et centraliser, parce que c'est branle-bas le combat. Et l'autre vision qui dit au contraire, quand ça ne va pas bien du tout, oulala, on risque de faire des grosses bêtises, vaut mieux décentraliser. Et les deux sont défendus dans la Economist Intelligence Unit. Donc on est comme ça, on dit, bah, allons faire d'économie, essayons de voir des modèles et de l'empirique, et on va regarder, donc on regarde des World Management Survey, et on a des mesures de décentralisation, et on regarde un petit peu, et on voit qu'en fait, eh bien, ce qu'on montre, c'est que les firmes qui sont le mieux sorties après la crise, on a regardé la crise, la dernière crise, eh bien, en période de crise, la décentralisation semble avoir été meilleure. D'avoir décentralisé semble avoir été meilleure. Voilà. Donc je regarde. Donc là, c'est ce qui se passe. Ça, c'est là les exports, la chute des exports. Donc la grande récession, évidemment, ça affecte les exports et les chiffres d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires qui était positive devient négative en 2008, d'accord. Et ce que je regarde après, eh bien, je regarde qui s'en sort le mieux. Est-ce que c'est les firmes qui sont plus centralisées ou moins décentralisées? Celles qui étaient plus décentralisées avant, elles s'en sortaient moins bien avant la crise. Mais vous voyez qu'après la crise, ça s'inverse entre les firmes plus centralisées que la moyenne et moins centralisées que la moyenne. À nouveau, la crise crée une situation d'urgence et vous faites face à l'urgence mieux quand vous êtes décentralisé. Voilà. Et donc, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres. Enfin, vous voyez vraiment là le Decentralization Export Growth. Ça veut dire quand il y a eu le choc, ça veut dire que la export growth est devenu négatif. Donc, ça veut dire que quand on est décentralisé, on fait mieux face à un choc négatif sur la croissance. C'est ça que vous dit ces corrélations. Voilà, donc quand vous êtes en export positif et en bonne période, la centralisation c'est OK. Quand vous êtes en période négative, la décentralisation semble être meilleure. Bon, je dis ça parce que je dis, voilà, c'est intéressant, parce qu'on regarde ça au niveau des entreprises et on se dit au niveau des pays, la liberté est quand même une chose très utile. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas juste que ça vous donne de la concurrence. La liberté, elle vous donne également une possibilité, disons, de réagir et davantage d'initiatives pour les gens. C'est-à-dire que, si vous voyez, dans une économie où tout le monde doit référer à son supérieur, eh bien, ça réduit la flexibilité de l'économie, quoi. Ça réduit l'habilité à être créatif, à répondre à une situation d'urgence, à être inventif, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, personnellement, je pense que, voilà, il y a quelque chose à cette idée que la démocratie, que vous voyez que que si on veut vraiment faire de l'innovation frontière, si on veut faire face à des situations d'exception, eh bien, il ne faut pas seulement l'État est très important,
mais la démocratie également est un complément très important. Ça devient de plus important d'être dans le corridor si on veut vraiment être très innovant, mais il y a évidemment la Chine. Est-ce que la Chine y arrivera quand même? Peut-être qu'elle ne sera pas au maximum d'efficacité dans les grandes inventions, mais qu'elle mise sur la quantité, et que, misant sur la quantité, elle arrive quand même à se débrouiller très bien. Elle pourrait aussi décider d'être un pays qui rattrape perpétuellement. On peut décider qu'à la limite, pourquoi on veut être un innovateur? On peut dire, voilà, je vous laisse vous avoir un peu d'avance, et moi je serai celui toujours derrière vous, à faire un peu mieux que vous, mais quand même derrière vous. Et voilà, et c'est le prix que je paye pour avoir mon système comme je l'ai. On pourrait après tout décider d'être comme ça. Et donc voilà, c'est un débat qui est ouvert. Voilà, et donc... voilà, donc je voulais... alors évidemment, voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai donné un petit peu. Ce que je vais faire la prochaine fois, je parlerai de l'histoire de l'État. Donc je parlerai de la manière dont les États se sont constitués, et notamment la capacité à lever l'impôt et à faire des dépenses publiques. Et vous verrez que ce n'est pas venu comme ça. Et donc je parlerai de l'histoire des États et de l'histoire également de la démocratie. Et c'est comme ça que je terminerai le cours. Comment on est arrivé au corridor? Voilà, l'histoire pour arriver là, quoi. Mais la dimension historique de la chose. Merci beaucoup.